Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Oh, mais ça va très bien. Très bien à ce point. Et toi? Oui, ça commence dans 3 heures pour ceux qui nous écoutent au moment de la sortie de l'épisode. On va pas vous mentir, l'épisode est enregistré un tout petit peu avant, donc si vous nous croisez à la patinoire, c'est tout à fait normal. On vient pas d'enregistrer l'épisode, mais tradition désormais au pécalistes. Je présente pas encore les pécalistes, mais ça viendra peut-être un jour. Non. La place est chère. Hein. On a au micro nos deux amis et compères des pécalistes, Geoffrey Vauclair et Roland. Salut les gars. Salut, bonsoir. Salut. Comment allez-vous? Bête question déjà. Bah bien quoi, un peu chaud hein, quand même. Je vois que Jean-Fred il est en âge, moi aussi. Non mais quand même, le mercredi il fait un peu plus frais. Un peu plus frais. Non mais c'est vrai. Bon voilà quoi, faut dire qu'on se bat pour faire cette émission. On est comme des fous, ça commence bientôt le championnat. En plus on commence par un derby, le derby de la télé entre Fribourg et Lausanne. On est juste comme des fous là. Moi je me réjouis en tout cas. Oui, ça commence bien, je trouve. Il sera un jour sur la télé ce derby de la télé ou bien? Dieu seul le sait, l'avenir nous le dira. Non, mais franchement... Pas de langue de bois là. Ici. Comme Patrick Depré en conférence de presse, on dit. Non, mais on se pose la question. Pour l'instant, les droits ont été négociés avec MySports et puis les Mots Bleus, en l'occurrence pour la Suisse romande. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En parlant de télévision, j'ai vu qu'il y avait un peu moins de matchs, je crois, parce qu'il y avait ce match of the week le dimanche soir. Puis finalement, est-ce qu'il y en avait 20 la saison passée? Puis là, ils ont un petit peu réduit la voilure, j'ai vu. Ils ont des matchs en semaine. Je crois qu'ils auront des matchs en semaine, les Mots Bleus. Ouais, on en parlait à part ça. Moi, ce match le dimanche soir, j'aimais bien le fait d'essayer d'isoler, mais des fois, je me disais, je crois qu'il y en a 14 puis un par club, c'est ça. Hein, comme ça, il n'y a pas de jalousie, chacun. Ouais. Parce que je pense que les clubs ne devaient pas forcément être hyper satisfaits. Un par club, mais il y aura peut-être 8 fois Berne qui va jouer contre les clubs. J'ai pas regardé. Hein. Ouais. Il faut quand même bien vendre des espaces publicitaires pendant les Power. Non, pas pendant les Power Play. Ça, c'est un petit peu plus tard. On s'égare directement, il me semble. On va essayer de structurer cet épisode un petit peu. Oui. On fait un peu du club là, ça part par dans club. Tous les sens, là. Là, c'est terrible. On fait du club par club, c'est ça? Absolument. Ordre alphabétique. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Un hommage à Astérix et Obélix, du coup. On part rapport quand les petits villages gaulois. On commence par Porrentruix, c'est ça? Ouais. Par le plus loin. Porrentruy, Ajoie. Comment, toi qui es sur place à Porrentruy, il y a eu pas mal de changements durant l'été quand même avec l'arrivée d'un nouveau coach. Déjà, c'est un gros changement, Christian Wolven. Il y a eu des... Alors ça, on a dit de faire un peu attention dans le studio. Ça n'a pas marché. Non, ils font pas très attention les gens. Donc désolé si de temps en temps il y a des bruits. Nouveau coach, nouveaux étrangers. Renfort avec notamment Yannick Fischer, mais renfort aussi en défense. C'est quoi l'état d'esprit, bêtement, on va dire, au café du commerce du côté d'Ajoie? Honnêtement, j'ai peur que les gens s'enflamment un petit peu trop, quoi, parce que c'est vrai que cette équipe d'Ajoie, moi je trouve aussi qu'elle s'est très très bien renforcée, dans le bon sens. Je pense qu'ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient. Alors bien sûr, Jean-Fred en a parlé l'autre jour, je pense qu'ils auraient bien aimé amener un attaquant suisse avec un peu plus de poids. Il y a eu la piste... Moi, c'était plutôt les jeunes aussi, je disais. Pedretti ou un jeune qui vient de Lugano, comme tu l'as très très bien dit. Mais le problème, c'est que, c'est difficile de faire venir des joueurs à Porrentruy pour la raison... des clubs ne veulent pas forcément prêter des joueurs à Porrentruy, à Ajoie. Et puis la deuxième chose, mais il y a l'aspect financier qui est compliqué, hein, je veux dire, ça on se le cache pas. Ouais, mais tu dis l'aspect financier, mais je me dis, un jeune, justement, s'il va pas gagner forcément des milliers des cents, même si maintenant on sait que les salaires nationaux... Je serais étonné, hein, ça commence même des jeunes qui ont peut-être des fois pas posé le patin encore en National League, quand ils sont bien recherchés sur le marché, ils sont très très bien payés. Alors ils sont pas payés à la hauteur d'un Grégory Hoffman ou d'un Malguin, mais c'est des gamins qui peuvent très très bien gagner leur vie. Et puis à Porrentruy, on estime, on n'a pas les moyens de mettre ça sur un jeune qui n'a peut-être pas un historique encore de National League, et je le comprends très très bien. Et puis moi je pense aussi qu'il y a des jeunes l'année passée qui n'ont pas pu se mettre en avant du côté d'Ajoie. Kohler, c'était compliqué, Garessus était énormément blessé, on était sous stress toute la saison là-bas, et je pense que cette année il y aura peut-être un peu plus la possibilité pour qu'un Garessus, que j'aime beaucoup en tout cas de ce que j'en vois de temps en temps, me plaît bien. Kohler, je pense que c'est un joueur qui a énormément de qualité physique, de vitesse, puis tout ça. Mais des fois, il faut aussi que ça marche un petit peu, que ça suive dans la tête. C'est aussi une question de confiance, et on a tous connu ça, quoi. Est-ce que Gillian Kohler, parce que, je pense qu'on a vu en tant que petit fan de hockey manager qui jouait avec deux étrangers, vous pensez que
c'est quoi? C'est le début de saison, puis on se dit, parce qu'il a marqué 2 buts, je crois, contre Fribourg. Hein, Greg, t'étais au match. Dans un très propre sous la latte d'ailleurs. Ouais, très joli. Ouais. Et on se dit, ça peut être pas mal au-delà même de l'aspect hockey manager, parce qu'il vaut pas cher, mais plutôt de se dire, tiens, de mettre un jeune avec les 2 étrangers. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse jouer plus que finalement 2-3 matchs de pré-saison, puis peut-être 1 ou 2 matchs de saison régulière. Ça va être intéressant de voir, parce que justement, depuis le début de la préparation, il y a la ligne avec Asselin, Gauthier et Odette qui a bien tourné. Ils ont beaucoup joué ensemble. Dernier match de préparation, Asselin était absent, il était blessé. Je sais pas si tu as des nouvelles, Geoffrey. Alors je sais pas Asselin, je sais que Schmutz n'a pas joué aussi, que là peut-être aussi un peu des pépins de santé, mais c'est vrai que ça dépend aussi énormément de ces joueurs-là, Asselin et puis Schmutz, parce que Schmutz, on sait que c'est un des premiers attaquants suisses du côté d'Ajoie. Et du coup, ça a pas mal forcé Volven à faire pas mal de rotations dans ses lignes offensives pour, j'imagine, un peu trouver des bonnes combinaisons. Mais si cette ligne Asselin, Gauthier, Odette existe, on a déjà 3 étrangers qui sont quasi sûrs d'être sur la glace. Un autre a été nommé capitaine. Je pense que le capitaine, on ne le met pas vraiment en tribune. Phil Michael DeVos a été mis capitaine. On pourra en parler juste après de ce qu'on en pense. Si on met DeVos, on met Ezen. Parce qu'il y a quand même un duo qui fonctionne bien, et ça donnerait une deuxième ligne avec un impact. Donc là, effectivement, il y a une place sur cette aile-là à repourvoir. Mais ça veut dire que tu te prives directement chaque jour, à chaque match, d'un de tes 2 défenseurs étrangers. Et moi, j'aimais bien l'idée des 2 défenseurs étrangers. Donc ça veut dire qu'il va falloir enlever de temps en temps un attaquant. Et là, on a un problème de riche, entre guillemets, si j'ose dire, pour Ajoie, parce que Ajoie n'a pas beaucoup de problèmes de riche, mais quand même, je pense que ça va être intéressant de voir le développement de ça. Le rôle de capitaine, t'as rigolé, Geoffrey? Moi, je vais être honnête, j'étais un petit peu étonné parce que tout simplement, je pense que dans la configuration d'Ajoie, on aurait mieux fait de mettre un Suisse. Je pense qu'un Kevin Fay, qu'un Fischer, bien sûr, il est tout neuf, Fischer. Ouais, c'est ça. Moi, mais il a quand tu dis les 2 noms, je me dis Fay, je comprends un peu plus. Fay, Reto Schmutz aussi. C'est vrai que tes étrangers, surtout quand on a 7, tu sais qu'il y en a un qui ne va pas jouer chaque soir. Et c'est un peu plus compliqué, si ça concerne une fois DeVos, de lui dire, écoute, tu restes dans les gradins alors qu'il est capitaine. Voilà, et moi, c'est un avis personnel. Et l'erreur, si on peut appeler ça une erreur, moi je pense que tu ne dois pas mettre forcément ton meilleur ou ta légende du club ou un de tes meilleurs joueurs capitaine. Un capitaine, c'est quelqu'un qui montre l'exemple, soit par la parole, mais souvent par les faits sur la glace, et puis surtout qui protège l'équipe quand l'équipe va mal. Je ne dis pas que Phil n'est pas comme ça, mais je pense que Phil DeVos aura d'autres choses à gérer que de se voir s'occuper d'un poste de capitaine. Donc il y a plein de petits points qui me disent, moi j'aurais pas mis DeVos. Après ça peut très très bien marcher, mais il y avait plein d'autres joueurs pour moi qui arrivaient avant lui. Mais pour moi, Phil DeVos, quand même, ça fait quand même des années qu'il est au club. Il a vécu la promotion. C'était un des piliers de la promotion. Il est là depuis quelques années. Et je pense pour moi, il a sa place. En plus, il montre l'exemple quand même aussi sur la glace. Quand même, ça reste quand même un des meilleurs joueurs du HC Ajoie. Et moi, je trouve pas si mal en fait cette idée. Le Suisse, pour mettre un Suisse, ouais, je suis pas certain. Non, alors. Mais tu parlais qui vient d'arriver, Yannick Fischer, qui vient d'arriver d'Ambry. Oui, c'est peut-être un très bon gars, mais il vient d'arriver. Enfin, on se souvient quand Barberio, pour pas le nommer, était nommé capitaine à Lausanne, on a tous fait des bons hauts comme le plafond parce qu'on le connaissait pas. Donc on a eu la suite. Ça s'est pas très bien passé après. Mais du coup, moi, même si c'est un étranger, le fait qu'il soit là depuis, ça fait quoi, 7-8 ans qu'il doit être à Ajoie, même plus, peut-être, ça fait sens quand même pour moi. Ouais. Alors moi, je pense que Phil DeVos aura d'autres choses à penser qu'un capitaine à cette année. De suite en plus à son opération du dos, donc il est quand même pas mal attendu au tournant. Il y a quand même une immense pression sur les étrangers parce qu'ils sont 7 et puis sur les 7 il n'y en a pas un où on peut dire celui-là c'est sûr il va jouer tous les matchs. Donc voilà, et je pense qu'un Kevin Fay que je connais quand même assez bien, puis alors vraiment si on parle de quelqu'un qui montre l'exemple, Kevin Fay c'est typiquement le gars quand il était à Bienne qu'il a fait, puis je pense qu'à Porrentruy il aurait pu le faire aussi. Mais ça n'engage que moi bien sûr, je ne suis pas dans le vestiaire. En toute honnêteté, je ne parle pas énormément avec mon frère du HC Ajoie parce que je pense qu'on doit garder chacun notre place. Et très bien. C'est plus oui, facile. mais après, il y a peut-être aussi un côté psychologique, c'est-à-dire que Volven, peut-être que pour lui,
c'est intéressant que De Vos ça le sait parce que psychologiquement ça va lui faire du bien, ça va peut-être le faire monter d'un step que s'il avait simplement le A où il n'avait pas de lettre quoi. Surtout je pense aussi que Kevin Fay lui il va être capitaine dans l'âme en fait si tu veux. Dans le vestiaire ça va être lui qui va rebooster l'équipe aussi. Après je pense que Volven aussi a fait ça, si c'est lui qui a décidé, je veux dire je pense que Volven a fait ça pour avoir aussi De Vos de son côté, pour avoir quelqu'un qui a quand même une certaine emprise sur le vestiaire. Maintenant je pense que on verra, c'est surtout si ça va pas qu'on voit quand tu as un bon capitaine ou un mauvais capitaine. Quand tout va bien, on peut tous être capitaine ici autour. Moi j'aurais bien aimé voir un Thibaut Frossard avec eux. Je pense pas que c'est le plus vocal, c'est quand même un gars assez réservé, mais je pense quand même qu'il peut incarner aussi ce HC Ajoie jurassien. Il a signé un contrat à long terme il n'y a pas longtemps, il est là depuis toujours. Alors oui, c'est peut-être pas le capitaine, justement, la grande gueule, mais dans l'image, moi j'aurais peut-être pu voir un gars comme lui. Alors je connais bien Thibaut, j'ai joué avec lui, je le connais bien personnellement, c'est quelqu'un d'assez timide, assez effacé, très respectueux. Alors moi, je l'aurais bien vu avec un A. Je crois qu'il fait partie des assistants à joueurs. Donc, un A, il va très très bien. Un C, je ne suis pas sûr, parce que quand tu dois aller t'imposer, quand il y a une discussion avec les arbitres, puis qu'il y a le capitaine de l'autre équipe qui vient, ça marche beaucoup à celui qui a les plus grosses coronesses, on va dire, en tout cas. Tu t'es retrouvé dans cette... Je rappelle que Geoffrey était capitaine à Fribourg. Ouais, il me semblait. Non, mais je m'y retrouvé. Et puis, c'est vrai que ça marche. Là. Puis il y avait quand même 2-3 gars à Fribourg quand il était. Bien sûr. On avait fait un vote d'équipe, en fait. C'était l'équipe qui avait voté pour le capitaine. Donc, moi, j'avais soudoyer plein de gens, j'avais payé la Massine, les semaines qui pressent. comme ça, comme je fais au Pécaliste, quoi, en fait. Et puis, ce qui est quelque chose, à mon avis, de propre à une équipe. Maintenant, Thibaut, moi, je pense qu'il va très très bien. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup aimé d'avoir un C sur le dos, quoi. T'attends quoi de cette saison, Geoffrey? Parce que t'as parlé avant de nouveau, il y avait une saison qui était avec beaucoup de stress. Ouais. C'est un peu juste le retrouver un certain calme, j'imagine, dans les bureaux, j'imagine sur le banc, j'imagine sur la glace. C'est ça le seul objectif, on va dire, entre guillemets? L'objectif, ça serait d'éviter ces fameux play-outs, mais comme on en a parlé, l'avant-dernière émission des Pécalistes, moi j'ai mis quand même Ajoie 13e parce que pour moi ça va être difficile pour Ajoie d'aller chasser un Ambry, surtout si un Ambry est à 100%, parce que la différence pour bien expliquer le truc, en Ajoie et en Ambry, les étrangers, ça se correspond. Les gardiens, c'est pas mal des deux côtés aussi. La défense est solide du côté d'Ajoie, celle de Ambry est bien aussi. Par contre, il y a des joueurs suisses à Ambry qu'on n'a pas à Ajoie, tu vois, qui sont capables de marquer. Burgler, Pestoni. Entre 10 et 15 goals par saison. Et puis du côté d'Ajoie, ces joueurs-là, on les a pas. On aurait bien aimé les avoir, mais on ne peut pas les avoir pour le moment parce qu'on n'a pas le budget. Donc moi, ce que je souhaite à Ajoie, c'est bien sûr, ça serait l'idéal, ça serait de finir 12e, mais ça va être compliqué, c'est pour ça que je les ai mis 13. Mais par contre, si on finit entre 13 et 14, c'est de se sauver assez rapidement pour ne pas se foutre le stress qu'on s'est foutu l'année passée. À part ça, moi je me dis, de rien que les mettre 13 et pas 14, c'est presque pas une réussite, mais moi je crois que je les ai mis aussi devant Langnau. C'est aussi un peu, parce que j'espère qu'ils arriveront à être meilleurs, mais même à Langnau, quand on réfléchit un peu avec le contingent. Je m'excuse, on parle de après, dans les autres segments, on pourrait dire Langnau. Là, c'est Langnau. Avec Langnau, on a les Schmutz, par exemple. On a quand même un Hollandien. Même si c'est pas des scoreurs fous, c'est quand même un peu plus d'expérience. Mais moi, je pense quand même qu'à Ajoie, cette année, alors, bien évidemment, ils veulent éviter les 2 dernières places, mais le fait d'être passé si près quand même de la catastrophe l'année dernière, je pense que ça te motive quand même la saison. T'as pas envie de revivre un truc comme ça, puis tu vas tout faire pour embêter le maximum de gens. Et franchement, je le trouve un peu dur, et je pense que Cloton et Ambry sont peut-être à la portée du HC Ajoie. Écoute, que le bon Dieu t'entende. Moi, je veux dire, si maintenant je dois jouer ma vie là-dessus, je dis, bon, écoutez, quand même, à Cloton et Ambry, on a quand même
une constellation de joueurs suisses qui est un peu meilleure que, surtout en attaque, qui est un peu meilleure que Ajoie. Donc je suis désolé, moi je suis ici pour être objectif. Il y a beaucoup de gens qui gueulent, ouais, Vauclair, il est jurassien. Il y a des gens qui me disent au Jura, mais pourquoi t'es si difficile avec Ajoie? Je dis non, je suis pas difficile, je suis objectif. Si on me prend à la télé et puis à la radio pour parler de hockey, si je défends Ajoie tout le temps, même quand ça va mal, les gens vont dire, mais de toute façon, lui, il raconte n'importe quoi. Donc je dois être objectif. Bien sûr que quand on critique, l'homme ou l'équipe, mais on critique le joueur ou l'équipe, mais on ne critique pas l'homme. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et je veux dire, je parlais avant d'un Thibaut Frossard. Si un Thibaut Frossard il joue mal, je vais le dire. Par contre, je n'ai pas de problème à discuter avec Thibaut Frossard quand je le vois. Et quand il joue bien, je le dis aussi. Donc, et des gens intelligents qui comprennent le hockey comprennent ça, quoi. Et puis, on parlait de Cloton, là. Je me dis, un Reinbacher, par exemple, qui a été drafté en 5 par le Canadien de Montréal à la dernière draft, ou bien même Oyameki, même Metsola au goal, même si les gardiens d'Ajoie sont super. Quand tu regardes, tu te dis, les étrangers, ils ont quand même un sacré calibre, moi, je trouve. On oublie, mais Altonen a marqué 49 points la saison dernière, puis là, maintenant, il a un sniper à sa droite. Et Cloton peut faire mal. Je dis pas qu'ils vont gagner beaucoup de matchs, mais offensivement, avec un Jonathan Eng qui a fait des merveilles l'année passée, Altonen, Oyamaki, ben oui, mais après, à Ajoie, il faut pas non plus minimiser. Odette, ça peut vraiment être un bon joueur. D'ailleurs, en parlant d'Altonen et Oyamaki, le troisième larron de la ligne qui marchait bien en KHL avec les deux là, c'était Daniel Odette. Et lui, il marquait une pellée de points aussi en KHL. Il est arrivé à Lausanne, il avait un joli pédigré, donc on se disait, c'est un bon renfort pour Lausanne. Ça s'est pas très bien passé. Là, c'est un bon renfort pour Ajoie et je pense que il peut amener un peu une touche offensive qu'il n'y avait pas l'année passée sur ces postes-là d'étrangers, on va dire un peu de complément, même si Odette sera un des meilleurs étrangers, mais il y avait Bakos qui était là. Moi, je m'excuse, mais faut pas t'excuser, il était pas bon. Qui se souviendra de Martin Bakos à part dans un jeu? Tu te souviens des étrangers à la con d'Ajoie en 2022-2023? On va le lancer ce jeu, hein, vraiment. On va le lancer, clairement. Et ben voilà, il y a un peu plus de profondeur quand même offensive à Ajoie cette saison, ce qui peut leur permettre de gagner quelques matchs, mais surtout c'est derrière que ça va se jouer. Et Volven ne fait pas de mystère là autour. C'est défensivement qu'il va essayer d'instaurer une mentalité, une rigueur et un vrai système de jeu. Puis devant, si de temps en temps il y a un contre, et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Fribourg samedi. Défensivement, ils ont assez bien tenu. Fribourg, c'est pas une machine offensive, en tout cas en ce moment, on verra plus tard. Mais défensivement, ça a tenu. Et de temps en temps, tu lances un contre, ta colère qui se retrouve seule, il la met sous la latte et tu reviens à 2-2. Ils sont revenus plusieurs fois de l'arrière. Donc c'était l'exemple même du match qu'Ajoie peut, sur un soir, gagner, ce qu'on a vu samedi. Ok, moi je pense aussi la grande différence avec l'année passée, c'est qu'Ajoie a 2 lignes de powerplay, ce qu'on n'avait pas l'année passée, et ça c'est la grande différence. Je veux dire, il y a tout le monde qui me dit le défenseur TJ Brennan, quand il a signé son contrat, il a baissé de régime. Je dis non, il a baissé de régime surtout parce qu'il jouait 30 minutes par match, et puis tous les powerplay, il restait 2 minutes sur la glace, donc au bout d'un moment, il faudra bien un petit peu l'aider. Puis je pense qu'il y a 1 ou 2 joueurs qui sont capables de prendre quelques secondes sur le powerplay à TJ Brennan pour qu'il puisse un petit peu se reposer, parce qu'au bout d'un moment, il est humain, le gars. Je me pose une question aussi. Si on veut jouer à 2 défenseurs étrangers, par la force des choses, on est obligé d'avoir 4 étrangers devant et pas 5. On enlève qui? Tu parlais, Greg, de Devos et Hazen comme père. Alors les gars, s'il y en a un qui me dit qui sait exactement qui va enlever pour le premier match, notre ami Volven. Gélinas. Alors, non, mais je dis si on joue à 2 étrangers. Il dit qui va enlever pour le premier match. Et pour moi, le premier match, c'est Gélinas qui est en tribune. Moi, j'enlève Asselin, je pense. Que Greg. Tu peux pas enlever Brennan après la saison qu'il a faite l'année dernière. Il a signé, il t'a fait confiance en re-signant à Ajoie, alors que pas mal de clubs étaient intéressés par lui quand même. La ligne, comme je disais avant, si Asselin est en santé, sinon ça simplifie un peu la donne, mais la ligne Asselin, Gauthier, Odette, c'était un petit peu la bonne ligne de Volven. Puis derrière, le duo, on le bouge pas, donc tu mets pas ton capitaine au premier match en tribune, tu lui mets Hazen à côté. Moi, je pense que c'est assez clair. Je pense que tu as raison, Greg. Non, mais ça, d'accord, mais vous répondez pas à la question. On part du principe qu'on doit mettre 2 étrangers derrière. On parlait au début du segment sur Ajoie. Ça va être la grosse question, justement, de qui tu scindes, est-ce que tu mets Odette sur une deuxième ligne, etc. Mais pour l'instant, c'est ça se jouera au mérite, à mon avis. Il a la chance d'avoir plein d'options. Donc moi, je pense qu'en fait, ça sera du match par match. Et puis quand il y aura une mauvaise performance d'un étranger, il va vite changer. Parce qu'il n'aura pas le choix. Ils ne peuvent pas se permettre de badiner pendant 3-4 matchs, quoi. Et puis c'est aussi clairement lié à l'adversaire. Si tu vas jouer à Zug, peut-être que tu pars avec 2 défenseurs étrangers. Par contre, si tu accueilles Langnau,
peut-être qu'ils font un peu plus de punch offensif et tu pars avec 5 attaquants. Donc je pense que c'est pas que lié aux performances des joueurs, mais aussi au profil de l'adversaire et des joueurs. Style Davos, là tu les fais s'échauffer les 7, puis tu regardes lequel arrive le mieux respirer pendant l'échauffement, puis celui qui respire le plus mal, tu dis écoute, ce soir tu manges une bourge, tu bois une bière, puis tu regardes un match. Quoi. Donc au grison, tu dis ça, c'est pour la respiration. Parce que si tu as une mauvaise journée, là-haut, c'est dur. Hein. Si tu commences mal le match, en tout cas dans mon époque, moi j'avais une autre équipe. Hein. Ouais, mais bon, l'altitude, que ce soit ton époque ou que ce soit 2023, je pense après, que. Si tu arrives à aller de l'avant, puis que tu prends les devants dans le match, c'est plus facile. Mais si ça commence mal, puis qu'après. Donc tu as du mal à respirer, dans la tête, c'est difficile. J'en ai pris 9 dans la musette là-bas, hein, des fois. Et tu sentais, à part ça, l'effet de l'altitude? Ouais, tout va au ralenti, des fois. Tu sais pas pourquoi. Puis le voyage, des fois, c'est pas facile d'aller là-haut, tout ça. Alors bon, c'est pas facile pour eux quand ils viennent à Port-Rentruy. Puis ils ont aussi perdu contre un joueur en venant chez nous. Mais je veux dire, c'est pas facile Davos parce que c'est une bonne glace. En plus, ça patine bien. Et toi, tu commences mal la respiration. Il y a des équipes qui vont là-bas, ils prennent des systèmes de respiration pour justement aider les joueurs avant le match. Quoi. Vous avez vu comme la saison est déjà en train de se mettre en place. On n'a pas encore commencé la saison. On parle déjà que c'est difficile de jouer à Davos parce qu'il y a l'altitude et tout ça. Non, puis la c'est bon, on a repris la saison, tout est sous contrôle. Quoi. Non, la Valachia aussi, il ne faut pas négliger. Ça ne va pas être simple d'aller là-bas. Il fait froid en plus. Puis l'île Fils, c'est toujours une galère de jouer. C'est pas simple. Non, on connaît. Je propose qu'on en reste là sur le HC Ajoie. Absolument. On passe au prochain club juste après cette petite pause. Alors on enchaîne avec Bienne, le vice-champion de Suisse, qui en plus joue la Champions Hockey League, des matchs qui comptent peut-être un petit peu plus que la pré-saison. Ils ont terminé par un 4-0 là, avant le début du championnat, qui se sont pris. On dira que les matchs de pré-saison, faut pas leur donner trop d'importance. Si je me rappelle de, ça dépend du résultat. Si tu gagnes, c'est important. Tu as construit quelque chose de bien sur lequel tu peux encore te développer durant la saison. Si tu perds, c'est les matchs amicaux, c'est pas si important. Ça dépend toujours du résultat. Comme disait Michael Engoy, comme disait Geoffrey, ouais, c'est vraiment ça, on s'en fiche. Mais finalement, ce bien-là, on se dit, on s'attend à ce qu'il arrive à faire. Est-ce qu'on veut qu'il fasse aussi bien que l'année passée? Est-ce que pour que ce soit une saison jugée réussie? Non, mais c'est galère, tu peux pas dire un truc comme ça. Quand tu arrives au 7e match de la finale, faire aussi bien, tu gagnes le 7e match en fait. Et t'es champion de Suisse, donc faire aussi bien, ça va être compliqué, hein, parce qu'il y a plein d'équipes qui veulent faire mieux cette année. Non, mais je pense que ça va être compliqué pour Bienne parce que d'abord il y a le changement d'entraîneur pour les raisons qu'on connaît, donc il va quand même falloir s'habituer mine de rien quand même au nouveau coach quand même. L'aura de l'ancien coach était quand même assez exceptionnelle à Bienne. C'est ça aussi, c'était ça. Et du coup, quoi qu'il arrive, le nouveau coach va faire moins bien dans l'opinion publique, auprès des spectateurs, auprès des dirigeants, auprès des joueurs, puis ça sera forcément pas pareil, quoi. Donc je pense que ça va être une saison compliquée pour le HC Bienne. Après, je veux pas dire que le HC Bienne sera en play-out, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais faire aussi bien que l'année passée, ça va être galère. Est-ce que c'est lui le candidat ou le club qu'on voit trop haut, puis finalement il y a un des gros qui va merdouiller? Est-ce que ce sera pour être bien? Non, il n'a jamais vu trop haut non plus. Hein. Franchement, je suis pas certain qu'il y ait grand monde qui voyait bien en finale l'année dernière au début de saison. Hein. Donc, mais ils ont été pratiquement jusqu'au bout parce que les étoiles sont alignées, puis parce que ça a super bien marché en fin de saison. Mais après, je crois pas qu'on les voyait méga haut en début de saison non plus l'année dernière. Moi, ce qui me fait un peu souci avec ce Bienne, c'est qu'ils ont quand même un ou deux gros blessés, quoi. Ça, c'est jamais bon. Donc, et c'est arrivé, et Poniami, si oui, absolument. C'est arrivé la semaine passée. Apparemment, c'est un bon petit joueur, de ce que j'en ai entendu. Alors, j'aime mieux les voir avant de m'exprimer, mais de ce qu'on m'a dit, c'est un bon petit joueur. Et cette équipe de Bienne, l'année passée, il n'y a pas eu un seul moment où ils ont été mauvais. Ils ont été bons tout le championnat. Ils ont été extrêmement bons à la fin du championnat parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont à la raclette entre finir premier ou deuxième avec Genève. Absolument. Et ils ont été très très bons aussi en play-off. Alors ça n'a pas été facile en play-off, mais pour quelle équipe c'est facile en play-off? Aucune. Et moi je me demande si c'est peut-être pas gentiment l'année de transition de cette équipe de Bienne, c'est-à-dire qu'il faudra revoir plusieurs choses prochainement. Alors on a été forcé de changer de coach, c'est ça qui est un petit peu dommage, alors que ça allait très bien, puis qu'on savait que le coach était adoré dans le vestiaire. Même après autant de temps, est-ce qu'on peut toujours se dire, il est
toujours adoré, même quand toi, tu avais des coachs que tu as super bien appréciés. Puis il n'y a pas un moment où on se dit, ouais, mais bon, même après 5 ans d'un gars qu'on adore, est-ce qu'il ne faut pas changer de cycle? Alors, la grande différence entre les coachs que moi j'avais et les coachs actuels, c'est que les coachs actuels, ils laissent énormément de liberté aux joueurs. On est très, très regardant sur le jeu défensif. Greg en a parlé avant avec Volven. Mais offensivement, vu que maintenant les joueurs ont énormément de talent, que ce soit du premier au quatrième bloc, alors bien sûr un peu plus les premiers blocs que les quatrièmes, on les laisse s'exprimer sur la zone offensive et sur le powerplay. Je veux dire, maintenant, les powerplay, on laisse les joueurs discuter entre eux. Dans le temps, ils t'imposaient un schéma. Je veux dire, ils t'imposaient un schéma dans la zone défensive. Alors ça, c'est toujours le cas parce qu'il faut être structuré. C'est de la discipline dans la zone défensive. Mais dans la zone offensive, dans le temps, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a des jeux aux engagements qui sont très, très importants, des jeux offensifs aux engagements. Mais après, il y a une ou deux petites règles qu'on doit suivre, surtout le troisième homme en haut pour aider les défenseurs en cas de contre. Mais pour tout le reste, on laisse les joueurs s'exprimer. T'imagines si tu dis à Malguin, écoute, il faudrait que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que tu bloques des shoots, il faut que tu des trucs comme ça. Et ça, c'est la grande différence pour moi entre il y a 20 ans, 15 ans en arrière et maintenant. Et quand tu regardes cette équipe de Bienne, tu regardes la relance défense-attaque était excellente l'année passée parce qu'on ne réfléchissait pas à qu'est-ce qu'on doit faire. Non, on joue au talent. Et puis, il y avait quand même des joueurs qui ont très, très bien marché. Je veux dire qu'on n'attendait peut-être pas forcément là, c'est Tanner, peut-être non pas Tanner, Kessler qui a marqué 15 ou 20 goals la saison passée, tout championnat et play-off confondus. Donc ça, c'est des joueurs qui devront produire la même chose. Est-ce qu'il sera capable? Et puis bon, la deuxième chose, on a quand même pas mal de joueurs en fin de contrat là. J'allais te poser une question à ce propos. Justement, le chiffre, c'est 18 joueurs en fin de contrat. Donc en gros, c'est une équipe en fin de contrat. Il y a quelques exceptions près. Ouais. Mais dans la dynamique d'un vestiaire, ça joue un rôle, ça je sais pas, j'ai un exemple tout bête, mais on a tendance à dire « Ah, mais lui, il est en fin de contrat, tu vois, il va faire une belle saison. » Mais si tu as 18 joueurs, et je mets le doigt sur personne, mais si tu as 18 joueurs qui jouent pour leur prochain contrat, ça peut changer quelque chose? Oui. Non, mais c'est clair. Je veux dire, un joueur qui a 2 ans de la fin de son contrat puis qui joue un peu moins le powerplay, ça va passer. Mais s'il est en dernière année, s'il a offert, on lui dit « Écoute, là, on va pas te mettre au même poste que la saison passée, on va mettre lui parce que... » Ça peut poser des problèmes. Et ça, c'est une gestion. Alors, c'est fou parce que maintenant, les coachs peuvent plus vraiment gérer parce que c'est pas eux qui gèrent les contrats. Dans le temps, on avait des coachs qui géraient un peu les contrats, tu vois, qui faisaient un peu tout. Alors, il y en a encore un à Fribourg, mais c'est bientôt fini. Mais je veux dire, ça, c'est clair que ça peut un petit peu embêter dans des vestiaires. L'idéal, c'est souvent des joueurs avec le même calibre, les mêmes dispositions. C'est qu'ils finissent pas leur contrat en même temps, tu vois. On parlait d'un offert, on parle de celui qu'on a parlé avant, Kessler, qui a un peu le même style, droitier, intelligent, toujours bien placé. C'est mieux des 2 joueurs comme ça de ne pas les avoir en fin de contrat au même moment parce que tu as quand même 2 joueurs avec le même type de jeu, quoi. Mais tu gères les contrats la même chose, Roland. J'en ferai des mois, t'arrives à gérer ça va. C'est pas évident parce que c'est des contrats très chers quand même, faut savoir. C'est les gros salaires du club. C'est les gros salaires du club. Non, mais cette sorte de contrat, moi je me demande aussi des fois si c'est pas aussi dans l'esprit du public en fait. C'est-à-dire que le public, il a toujours tendance, les spectateurs ont toujours tendance à croire qu'un joueur surperforme parce qu'il est en fin de contrat et qu'il a envie de se montrer. Puis en général, dès qu'il signe, et puis qui rate le match suivant, parce que ça arrive souvent, les spectateurs, c'est voilà, il a signé, puis il va plus rien faire maintenant, c'est fini, c'est bon, il est réglé. Critique facile. Ouais, mais c'est des critiques faciles. Après, je me rends pas bien compte en fait si c'est vraiment que dans l'esprit du public ou bien si c'est vraiment vrai sur la glace en fait. Si ton joueur, une fois qu'il a signé, par exemple au mois de décembre, il a signé pour la suite, est-ce qu'il consciemment, non pas consciemment, mais inconsciemment, il va baisser un tout petit peu le rythme parce qu'il a signé? Alors, je pense que dans ce cas-là, non. C'est-à-dire qu'un joueur, s'il a un contrat de 3 ans, il va jouer ces 3 ans plus ou moins la même chose. Par contre, quand tu es en fin de contrat, tu dis, voilà, je suis en fin de contrat, c'est pas que quand même, ça tourne dans ta tête parce que tu es en fin de contrat. Moi, ça m'est arrivé. Une année, j'étais en fin de contrat à Fribourg. J'ai été blessé presque la moitié de la saison. Tu te dis, tu dis à ta femme, écoute, il faut te préparer, on devra sûrement faire tes valises à la fin du championnat. Et par chance, quand tu es revenu, alors qu'au Fribourg m'avait dit, écoute, on va pas te re-signer. Très clair. Moi, ça me dérange pas, on vient de le dire, tout ça, je comprends tout à fait. Quand je suis revenu, j'ai marqué pas mal de goals, puis l'équipe a bien joué. Et Fribourg est revenu en arrière en me proposant un contrat. Donc,
D'avoir un contrat, pour moi en tout cas, de 3 ans, 4 ans ou 2 ans, ça ne me changeait pas mon style de jeu. Par contre, quand tu es en dernière année, et tous les joueurs c'est comme ça, tu espères faire une bonne saison, ou en tout cas une saison au niveau des attentes de tes employeurs et du public pour pouvoir... Et puis des tiennes aussi. Hein. Ouais, puis des tiennes, bien sûr. Mais un joueur qui se trouve devant le but avec un puck bien placé, il va shooter la même chose qu'il lui reste 3 ans de contrat ou une année de contrat. Il y a une régulation dans le vestiaire qui peut exister de la part justement des leaders, des capitaines, etc. en disant... sans t'imiter, mais dirais gros, comme tu dirais toi. Ouais. Tu joues un peu pour l'équipe maintenant, et puis on sait tous que tu es en fin de contrat, mais calme-toi, ça arrive ce genre de discussion. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que tu as des joueurs, tu vois que du fait qu'ils sont en fin de contrat, jouent pas la même chose. Et c'est même pas volontaire. Ils font pas exprès, alors pas tous. Mais il y a certains joueurs, tu vois, que peut-être il aurait pu passer le puck, alors c'est une infime partie, il aurait pu passer le puck et puis il shoot alors que, voilà, mais... Généralement, ça s'autogère, ça se régule dans un vestiaire parce qu'il y a 2-3 leaders qui font passer l'équipe avant l'individuel, l'individualisme. Est-ce que vous pensez, à part ça, là on a parlé, on mentionnait ces 18 joueurs en fin de contrat, de la part de Martin Steinegger, qu'on loue comme étant un super directeur sportif, a raison, hein, on a vu ce qu'il a fait, les joueurs qu'il est allé chercher des fois en Swiss League, il identifie assez bien. Je suis assez étonné finalement de sa part qu'il se mette dans une situation qui est pas si confortable que ça, en fait. Et je me dis, il aurait quand même peut-être pu s'en sortir un peu mieux avant, en renégociant certains contrats. Surtout que sur 18, il y en a forcément des très bons. Donc, c'est pas comme s'il disait... Ah non, ces 18-là, de toute façon, j'ai pas envie de les garder. Donc, on parle. Là, tu mentionnais Hofer, on a mentionné Kessler. Enfin, c'est des joueurs qui peuvent tout à fait. Ischier, Künzle, Radgeb, il y en a quelques-uns quand même d'intéressants. Il y a des étrangers. Absolument, ça, mais bon. C'est sûr. Les étrangers, c'est moins urgent. Exactement. Mais tu as pas mal de joueurs suisses et tu as raison de bons niveaux qui vont être intéressants. Aussi, si tu regardes le marché en vue de la saison prochaine est difficile. Donc, il y a peu de gros noms qui sont sur le marché. Et du coup, tout le monde va s'attaquer à ces joueurs pas de deuxième zone, c'est dépréciatif, mais des joueurs qui sont pas des... Il y a souvent eu Hoffman sur le marché, il y a eu Berchi sur le marché qui polarise toute l'attention. Mais après, ils signent 5 ou 7 ans et puis ils sont plus là. On parle plus pendant un moment. Et là, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui... justement, Tino Kessler, à l'âge qu'il a, il a 27 ans, il arrive dans ses bonnes années. Il va vraiment avoir des offres. Radgeb, c'est un défenseur suisse qui peut jouer du powerplay, c'est quand même une denrée assez rare, donc lui aussi il va être intéressant pour pas mal de clubs. On en avait parlé avec Fribourg aussi, on se disait tiens, peut-être qu'un Gunderson qui arrive quand même s'il est super en shape, qu'il est incroyable, qu'il marque ses points, qu'il est sur le powerplay, ça peut être totalement une piste que Fribourg peut activer. Mais moi je me pose une question aussi, c'est financièrement en fait, parce que tu négocies pas la même chose avec un joueur qui est en finale du championnat qu'avec un joueur qui est dans le ventre mou du championnat. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir été en finale du championnat, ça complique aussi au niveau du budgétaire, c'est-à-dire que Steinegger, quand il va voir les joueurs qu'on a cités, ils vont lui dire ouais mais gros, comme dirait Geoffrey, maintenant, il était en finale du championnat, c'est aussi grâce à moi, et du coup, je mérite un petit peu plus. Et après, il doit quand même faire avec le budget qui non plus n'est pas extensible à l'infini à Bienne. Étonnamment, Roland, les clubs, ils regardent plutôt les statistiques personnelles. Ouais, c'est le budget souvent. aussi, le budget alors après, aussi. si tu as un mec style un Giannoni, qui a une réputation d'amener souvent des équipes au titre, c'est différent. Mais je pense qu'un Hofer, ça fait déjà des mois qu'il négocie avec Bienne et d'autres clubs. Je pense que le jeune qu'on a dit aussi avant, c'est la même chose. Je ne pense pas que Steinegger attend maintenant pour négocier. Un Hofer qui n'a toujours pas prolongé à Bienne, ça veut dire que ça ne sent pas bon. Parce que, ça veut dire en tout cas qu'il y a des offres qui le font douter finalement. Exactement. Et ça, c'est le truc qu'il faut se dire. Parce que moi, ça serait un des premiers que je ferais pour garder. Brunner, c'est différent. Il a un âge où lui, il a plus besoin de se sentir bien. Il est de 1986. Si tu poses sur la table ce qu'il a maintenant, je pense pas que pour 20, 30 ou 50 000 de plus, il va partir ailleurs. Parce qu'il se sent bien là, on le laisse gérer sa petite vie comme il veut. Parce que puis il était relancé aussi par Bienne. Il était relancé. Offert, c'est différent. Il est dans son... Prime presque. C'est le moment de signer un gros contrat à longue durée et je pense que Bienne a déjà fait des approches. Je pense qu'ils sont en négociation depuis pas mal de temps. Et la ligne avec Haas et Olofsson, on en a quand même beaucoup parlé l'année passée, la H2O. Donc c'est ça. Moi, plus l'horloge tourne,
Moi, c'est bon pour Bienne parce que je pense que Bienne va absolument le garder. Ça fait un moment, quand je l'ai dit avant, qu'il discute avec. Mais je pense qu'il y a des autres clubs qui sont sur le marché, puis pas n'importe qui, parce que c'est un joueur qui est capable de te mettre 15 à 20 goals par saison, si je dis pas de bêtises. On a parlé avant justement de la blessure d'Alexis Eponiemi, qui va revenir en fin d'année, et pas avant, il s'est blessé la saison. Ils ont dit 3 mois, je crois. Puis c'est quand même il s'est blessé au le talon d'Achille, ou je sais, enfin un truc au bas du corps. Embêtant. T'as un truc, ils ont mis 3 mois, je me disais, après, il faut revenir et tout. Bref, pardon. Exactement. Et nouvelle du Journal du Jura ce matin, Stein Hager dit qu'il n'est pas sur le marché pour remplacer Eponiemi. Donc ils vont partir avec leurs étrangers qui sont tous sous contrat, qui sont tous aptes, sauf Eponiemi, mais il y en a quand même 6. Par contre, ça veut quand même dire que Seteri, qui était censé justement aller de temps en temps en tribune pour faire la place à 6 joueurs de champ, est éligible chaque soir. Ça va aussi être une petite guerre justement interne entre lui et Van Pottelberg. On parlait de joueurs ou de gardiens en fin de contrat. Lui est en fin de contrat, Seteri aussi, mais lui, on en a parlé avant. Les étrangers, c'est un tout petit peu différent. Mais ça va être intéressant aussi de monitorer ça. Ça veut dire que tous les soirs, tu peux mettre Seteri sur la glace, même s'il est remplaçant. C'est peut-être un petit luxe de temps en temps, plutôt que de devoir envoyer le junior élite en cas de pépin. Au casse-pipe. Exactement. Mais la blessure d'Eponiemi, ça enlève une option offensive pour Matikainen, ça c'est sûr. Absolument. Ouais, bon, écoute, qui n'a pas de problème de blessure quel coach n'a pas de problème de blessure sur toute la saison? Alors là, bien sûr, ça commence mal, mais c'est toujours un peu la même chose. C'était comme on en parlait avec Fribourg, avec les gardiens. Je veux dire, bien dire, on va partir avec 6, mais si tout d'un coup, offensivement, ça produit moins, eh ben on va quand même aller chercher un attaquant étranger. On a sûrement quelques dossiers sur la table. On dit qu'on commence comme ça, on regarde comment ça se passe les 10 premiers matchs, et puis si ça se passe pas très bien, on va aller chercher quand même un attaquant étranger. Tous les clubs le font, je veux dire. On peut rappeler aussi que Bienne a quand même 8 étrangers sous contrat finalement, parce qu'il y a encore Victor Leuve qui est toujours... mais lui... Je comptais pas trop sur lui pour le moment. Non, absolument. Mais pour dire, ça fait quand même 8 étrangers sous... Mais pas 8 licences activées, donc... Absolument. C'est aussi, ils savent mieux que nous à quel stade de sa réhabilitation est Victor Leuve. Mais oui, tu as raison de le mentionner. Ouais. Puis il y a l'aspect quand même financier. Je veux dire, ces joueurs qui sont blessés, normalement, tu les payes pas. Je veux dire, c'est l'argent que tu... L'assurance s'occupe. Compense. Donc cet argent, tu peux l'investir sur un autre joueur. Toi qui as connu pas mal de changements de coach dans ta carrière, j'imagine, pas forcément au niveau des licenciements, mais d'une année sur l'autre, etc. L'arrivée d'un nouveau coach dans le vestiaire, ça se passe comment? Parce que forcément, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont peut-être moins contents en 4e ligne. Mais là, c'est une année où Bienne a quasi fait tout juste. A quasi fait tout juste à 60 minutes près. Donc, il arrive dans un vestiaire heureux, on va dire. Très heureux. Je ne sais pas si les gens m'entendent rigoler, mais en fait, moi, mon truc, c'est que je préfère être à ma place qu'à la sienne. Parce que tu ne peux, à part gagner le titre, tu ne peux que moins bien faire. Et puis les gens, on sait comme ils sont, on en a parlé avant. La critique, elle est facile. Je veux dire, ils sont habitués à avoir vu un Bienne, un beau Bienne, joueur, où ça développait, il y avait des soirs, c'était fête de tir. Je veux dire, tout le monde participait à la fête. Et cette année, le mec, Matikainen, il arrive là. Je pense que tous les jours, il entend 10 fois une comparaison avec Tormanen. Donc, c'est pas facile, quoi. Et franchement, je leur souhaite pas, mais ça pourrait quand même mal se passer parce que les joueurs, en plus, adoraient le coach, l'ancien coach. En tout cas, on en discute avec Gaëtan l'année passée. Il a dit, mais il nous laisse vraiment cette amplitude. Si on fait ce qu'il demande, tout le reste, il nous laisse tranquille. Et voilà. Donc, il y avait une vraie jouerie dans cette équipe de Bienne. Il ne faut surtout pas qu'il le perde, quoi. Mais je pense qu'il sait quand même un petit peu où c'est qu'il a mis les pieds, Matikainen, parce que je pense quand même qu'il a eu des bonnes discussions avec des joueurs qui étaient déjà là-bas. Et en l'occurrence Martin Stein Hager. Mais c'est une situation qui est assez rare, pour ne pas dire inédite en fait. Ouais. Tu remplaces un coach qui a été en finale du championnat, qui doit arrêter pour des raisons de santé, qui était une star dans le vestiaire. Franchement, moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vécu ça. En général, le coach, il se fait virer parce qu'il a perdu 10 matchs de suite ou bien parce qu'il est en fin de contrat puis qu'on le renouvelle pas. Mais là, dans cette situation-là, moi, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vécu un truc comme ça. Parce que Zurich, en 2018, Kosman, par exemple, il part après avoir fait le titre, par exemple. Puis finalement... Oui, mais Kosman, il avait été enregistré il avait été engagé juste pour la fin de saison. Absolument, mais je dis... C'était un CDI, ouais. On peut faire une comparaison avec la promotion de l'HC. Oui. L'HC a une promotion avec un Gerd Senezern qui est adoré dans le vestiaire. Et à ce moment-là, il décide de mettre Heinz Sellers à la bande. Un peu le même type de gars, les deux. Gerd est anti. Mais c'est un peu le même genre de dynamique. À l'interne, ils en sont arrivés à la conclusion que
alors là c'est différent à Berne parce qu'il n'y a pas eu de conclusion, mais ils en étaient arrivés à la conclusion qu'avec Gerd ils étaient arrivés au bout d'un chemin, on va dire, et qu'il fallait arriver avec une nouvelle vision. Mais c'est dans une autre ligue, donc il n'y a plus la comparaison avec l'année d'avant, parce que s'ils perdaient tous les matchs, tu peux toujours dire ouais mais de toute façon avec Gerd on n'a peut-être pas fait mieux. Tandis que là ouais mais l'année passée on a fait la finale et le match 6 de la finale. Mais c'est peut-être l'un des exemples que je pourrais imaginer, c'est la succession de ces Lausanne à Lausanne a dû être compliquée à gérer pour Ehlers. Elle était compliquée, mais vu qu'Ehlers avait fait les playoffs la première année, c'était un peu plus... Ouais, ça donnait raison, et on se rappelle, parce que c'était Yann Alston qui était le directeur sportif. Mais qu'est-ce qu'il avait ramassé au début aussi. Alors lui, par contre, il peut se dire... Puis après, il avait le petit sourire de se dire... Vous voyez que j'avais quand même pas trop mal identifié l'histoire. Ils avaient été sortis par Zurich, je crois, en quart de finale cette année-là. Exactement, 7 matchs. Et puis l'année d'après, je crois que c'était en 7 matchs contre Berne. Mais finalement, entre les successions Turmanen, succession Temernes du côté de Genève, c'est deux monstres à remplacer, on va dire. Un pour Martikainen, puis à Genève, on en parlera un petit peu plus tard. Mais finalement, c'est vrai qu'il faut leur laisser la chance de faire leurs preuves. Et finalement, Martikainen, il a un palmarès quand même, un pédigré qui est assez bon. Et au moment des embauches, il y avait Volven qui allait loin. Il y a Tapola qui était là aussi à un moment dans la course. Il a signé à Berne depuis. Il y avait des bons candidats pour ce banc. C'était pas un banc éjectable, on va dire. Il y a des vrais profils qui se sont mis et qui ont été loin dans la réflexion avec le club pour remplacer Turmanen. Donc c'est quand même un poste enviable, même si effectivement il y a plus simple comme condition. Ouais, j'allais dire, c'est chouette. Comme poste, si on t'offre cette possibilité d'entraîner, donc tu vas pas trop dire non, quoi. On l'a mentionné avant quand on parlait d'Ajoie, c'était le dernier match de pré-saison, c'était Fribourg-Ajoie, on passe à Gotteron, on l'a aussi un tout petit peu abordé, on parlait des pleins pouvoirs de quelqu'un qui pouvait choisir ses joueurs avec Christian Dubé, qui va perdre. Bah justement, c'est une question que j'avais pour toi, Geoffrey. Toi, j'ai pas postulé, moi, si jamais. Non, c'est pas ça, c'était pas ça la question. T'as eu justement des entraîneurs, directeurs sportifs. Je pense notamment à Serge Pelletier, pour parler de la réalité fribourgeoise, d'avoir un coach qui peut, on va dire, te mettre en 4e ligne quand tu es en train de renégocier, puis qu'au moment où tu as signé ton contrat moins cher que ce que tu aurais fait si tu étais en 2 ou en 3e ligne, puis derrière il te fout en powerplay ou en 3e ligne parce que tu as signé au rabais. Je dis pas forcément toi personnellement, mais tu as déjà vécu ce genre de situation? Ouais, pas aussi violente que ça. Pas aussi violente. Je dis pas que ça existe, mais je caricature. Mais c'est de mon temps, je sais pas maintenant, mais de mon temps, des petits trucs comme ça existait, mais avec un moins grand gap, on va dire, entre 4e ligne, powerplay. Mais c'est vrai que des fois, il fallait mettre des joueurs en avant. T'as aussi les agents qui rentrent en compte, un petit coup de téléphone pour ci, pour ça, machin, truc bidule. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de politique, étonnamment. Je veux dire, il y a aussi de la politique pas mal avec des joueurs de l'équipe de Suisse. Ouais. Où, écoute, il faudrait qu'ils prennent la valeur, il faudrait le prendre en équipe de Suisse, machin, ceci, cela. Alors, je lance un pavé dans la mare, mais celui qui me dit que ça n'existe pas du tout, je pense qu'il se trompe totalement. Il y a quand même pas mal de connexions. Le monde du hockey suisse est petit, donc il y a des connexions à gauche ou à droite. Et c'est vrai que... Surtout pour les tournois du mois de novembre, par exemple. Les tournois où vous avez déjà remarqué, il y a des jeunes des fois qui arrivent en équipe de Suisse, tu dis c'est un peu bizarre, des trucs comme ça. Mais après, ils veulent les tester, mais aussi des trucs de contrat, valeur, parce que la valeur du même joueur qui a fait un championnat du monde ou qui a fait un tournoi, comme tu dis, du mois de novembre avec l'équipe de Suisse, c'est pas la même que s'il a rien fait du tout. Parce qu'on estime que c'est un joueur de Suisse. Alors, de mon temps, on disait, quand tu es joueur de l'équipe de Suisse, ta valeur, elle prend 30%. Donc, à l'occurrence, ton contrat, c'est 30% de plus. Donc, c'est vrai que ça motive. Mais surtout ceux qui doivent aussi mettre leurs clients en avant et puis travailler au mieux pour eux, c'est les agents. Et puis les agents, c'est clair, ils téléphonent au directeur sportif, ils téléphonent aux entraîneurs s'ils ont leur numéro, ils font leur boulot. C'est peut-être un ancien copain aussi, c'est tout à fait possible. Oui, bien sûr. J'ai joué avec, j'ai joué sous lui. Alors moi je veux dire Volven, j'ai joué avec, je le connais, Volvo, je le connais depuis, je pense qu'on s'est connus, j'avais 15 ans, donc équipe suisse, des trucs comme ça, on était... Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Donc c'est un mec et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, alors que je l'avais plus vu depuis 15 ans, mais c'était comme si on s'était vu tous les jours depuis 10 ans, quoi. Et voilà, donc ça fait partie du truc, Greg, t'as raison. Cette situation, justement, de la séparation des pouvoirs à Fribourg,
C'est clair que ça va être le filigrane de la saison de Gauthieron, surtout si les résultats sont pas au rendez-vous. Je pense que si les résultats sont là, ce qui est tout à fait une option, mais s'ils sont pas au rendez-vous, ça va vraiment être pesant comme situation du côté de Fribourg. Mais cette séparation des pouvoirs, c'est quelque chose que tu vois d'un bon œil. Il faut dire une chose, c'est que Dubs avait quand même vraiment les pleins pouvoirs. Je veux dire, il s'est fait son équipe. Il n'est pas arrivé l'année passée. Ça fait quelques années qu'il est là. Et lui, il l'a dit. Il aime bien pouvoir coacher l'équipe que lui, il a fait. Ce qui est plutôt normal et louable. À sa place, j'aurais fait la même chose. Je veux dire, voilà. Maintenant, je pense qu'il y a eu un changement de directeur administratif. Si je ne dis pas de bêtises, John Gobi, qui a amené aussi sa patte. Voilà, on veut professionnaliser le truc. On regarde surtout ce que les autres font. Puis on trouve que ça marche. Et c'est vrai que je pense que déjà, c'est peut-être plus facile de négocier ou d'aller discuter avec un coach quand il est plus directeur sportif. Parce que si ton coach il est directeur sportif puis que la saison commence mal, pour aller lui dire écoute, il faut un petit peu que tu te bouges parce qu'autrement on va changer de coach, t'es un petit peu embêté s'il est encore directeur sportif. Donc je pense que, comme tu dis Greg, c'est la séparation des pouvoirs qui te permet de taper du poing sur la table quand il faut. Moi, je trouve que par contre, le timing n'était pas très, 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 très bon parce que fin de saison, on vient nous dire non, mais c'est bon, on va continuer comme ça. Et puis 2 mois avant le début du championnat, ah non, mais en fait, on va changer. Mais Christian reste encore pendant cette année et tout ça. Donc, c'est un petit peu, à mon avis, bricolage. Je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas vraiment dit on va rester comme ça. Ils ont dit, comme d'habitude, on va faire le bilan et puis on va regarder ce qui va se passer. Et puis même Christian Dubé, à la fin de la saison, il s'est ouvertement posé la question est-ce que vraiment je ne devrais pas choisir un des 2 postes, et puis finalement ils ont pris la décision qu'ils allaient garder un des 2 postes, mais pas les 2. Donc ça s'est pas fait. On annonce qu'on change rien, puis après on change. Mais après, donc John Gobi qui est directeur général, directeur général. Excuse-moi John, si tu nous écoutes. Moi je sais pas si vous le savez, mais quel est son impact sur l'équipe? Est-ce qu'il laisse vraiment le champ totalement libre à Christian Dubé, ou bien est-ce qu'en tant qu'ancien joueur, de temps en temps, il ne va pas mettre un petit peu son grain de sel? Moi, j'ai plutôt entendu dire qu'il laissait Christian Dubé tranquille, mais je ne suis pas dans le bureau tous les jours. Quoi. De toute façon, il doit laisser Christian Dubé tranquille. J'espère. Ouais, mais quand tu étais ancien joueur, alors des fois, tu connais quand même un peu le hockey quand même. Donc, des fois, peut-être en voulant en faire trop bien, tu te rends pas compte et puis tu t'imposes certaines choses à ton coach ou à ton directeur sportif, mais le job de John Gobi, c'est justement de laisser les gens au sport travailler. Et puis c'est clair que quand il y a des autres décisions à prendre pour le club, alors là, bien sûr qu'il doit s'imposer. Mais c'est vrai que pour le moment, il me semble qu'à Fribourg, c'est encore un petit peu en construction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que par rapport à beaucoup d'autres équipes, on est resté dans une position, on n'aurait pas dû déjà depuis 2-3 ans, on aurait déjà dû faire ça depuis un moment. Mais voilà, quoi, je veux dire, vaut mieux tard que jamais. Alors, je suis assez d'accord avec toi que Fribourg doit évoluer sur plein de points et que ça a peut-être pris un petit peu de temps. La difficulté maintenant, c'est qu'on parlait des fins de contrat, il y en a assez peu à Fribourg, donc si tu veux te renouveler, c'est pas idéal. Et surtout, je pense qu'on parle aussi maintenant à la lumière de la dernière saison, qui était un échec, avec une élimination en pré-playoff, c'est clair. Mais l'année d'avant, Fribourg va en demi-finale, en faisant une très bonne saison régulière et en jouant en haut du tableau toute la saison. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, j'imagine, à leur place aussi, à la fin de la saison d'avant, où tu vas en demi-finale, de dire « Ah ben on chamboule tout maintenant », parce qu'on n'aurait pas non plus compris. Donc j'imagine qu'ils ont aussi profité d'un timing, et finalement, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient contents d'être éliminés en pré-playoff. Je pense que ça a été assez compliqué aussi, je pense, d'un point de vue financier. De ne pas jouer les playoffs, c'est des pertes. Mais je pense que le timing était le bon cette saison pour justement faire un peu ces grandes manœuvres en coulisses, alors qu'une année avant, c'était un petit peu plus difficile à justifier. Après, il ne faut pas oublier que la frontière entre la qualification et l'élimination au pré-playoff, elle est très très fine quand même. Absolument. Ça se joue en 3 matchs. C'est un peu le but maintenant. Lugano a super bien joué défensivement, Fribourg n'a pas été capable de marquer un but et du coup ils se sont fait éliminer. Il suffit d'un petit grain de sable de l'autre côté, d'un petit truc, et puis Fribourg passe en play-off, et puis même s'ils se font éliminer en quart de finale, on dit bon, au moins ils ont été en play-off. Absolument. Donc oui, c'est un échec, on est totalement d'accord, et je pense qu'à Fribourg ils sont aussi d'accord avec ça, mais ça s'est pas joué à grand chose quand même. Ça n'a pas été une cata où ils ont galéré toute la saison, et puis il n'y a pas tout qu'à construire non plus, il y a quand même des bases qui sont, à mon avis, assez solides. Il faut quand même appeler un chat un chat. Ils n'ont pas fait les playoffs. Oui, ils n'ont pas fait les playoffs. Mais ils n'ont pas fait les playoffs, mais je pense qu'une situation comme Lausanne, par exemple, qui eux ne sont même pas en pré-playoffs, c'est bien plus dramatique que Fribourg, par exemple. Oui, alors bien sûr, mais moi je veux dire, en tant qu'ancien joueur, puis je veux dire, si tu poses la question à Gaëtan Haas ou
qui est un gars qui est assez direct. Je veux dire, que tu ne te qualifies pas en ayant dominé, puis que tu passes pas, ou en t'étant fait rouler dessus par un rouleau compresseur, le résultat, il est le même. Je veux dire, d'aller au 7e match, puis de perdre en prolongation, ça te fait, excusez-moi du mot, chier la même chose que perdre 4-0. Je veux dire, moi, c'est ça. Alors, je parle comme ancien joueur, et il n'y a pas de honte à dire on ne s'est pas qualifié, on n'est pas content. Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer? C'est ça qu'on doit faire. Oui, mais est-ce qu'il faut tout casser? Est-ce qu'il faut tout? Est-ce qu'il faut balayer? Est-ce qu'il faut faire table rase du passé? Est-ce qu'il faut tout casser parce que tu as un échec? On peut déjà pas. Fribourg, ils l'ont pas fait, par exemple. Franchement, il y a eu le changement, oui, le directeur sportif et tout ça. Il ne faut pas prendre de décision à chaud. On n'a pas tout cassé non plus, quoi. Et dans un passé récent, on a aussi Bienne qui a raté les playoffs en se faisant éliminer en pré-playoff. L'année d'avant, son titre, Genève se fait sortir par Lugano. Bien sûr. Je prédis pas un destin pareil à Fribourg, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par contre, c'est exactement la même situation. Tu rates les playoffs de pas grand-chose, tu te chopes Lugano au premier tour, enfin en pré-playoff. Par chance, on devrait plus appeler ça comme ça la saison prochaine avec les play-in. Ce qui aurait peut-être pu aider et Genève et Fribourg, et même bien l'année d'avant quand ils se sont sortis par Rapperswil. Donc oui, c'est un échec, et je l'ai dit avant, et je pense que je suis convaincu de ce mot, c'est un échec. Mais par contre, là où tu as complètement raison, c'est que ça se joue à certains détails. On parle tout le temps à longueur de saison et d'interview des petits détails qui font la différence. Ben ouais, Fribourg l'année passée n'a jamais été capable de faire pencher la balance de son côté, que ce soit en fin de saison régulière pour rester du bon côté de la barre, que ce soit en pré-playoff avec plus de 60 shoots en 2 matchs sur Koskinen. Alors oui, Koskinen a été très bon, mais c'est aussi un problème quand en tant qu'équipe tu te heurtes 2 fois de suite au même gardien et tu marques un but en 60 shoots, il y a quand même eu un problème. Donc, je pense que ça aurait été aussi une erreur de se cacher derrière oui, mais on a raté les playoffs de 1 point, parce que finalement Fribourg est 6 ou 7e. Ça reste pas une excellente saison régulière d'être 6 ou 7e. Après, derrière, c'est une autre saison, etc. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mais c'était pas excellent, et je pense que le timing, encore une fois, était vraiment bon pour changer quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a fait nos pronostics dans l'épisode des Puckalistes, on a un peu dit, ouais, alors entre les places 4 à 10, 11, et même on peut presque élargir des fois, de 3 à 11, on a tellement de peine à définir un truc. Ça ne veut pas dire que si ça avait été plus simple, on aurait été meilleur ou on sera meilleur en fin d'année, mais il y a une telle densité de qualité dans ce championnat que finalement, on parlait d'échec ou de reconstruction. En plus, il faut avoir les outils pour le faire. Quand on a parlé de Bienne avec les contrats, on disait à la rigueur, ça offre un peu plus de latitude. On a pris ça d'un côté négatif. On peut le prendre d'un côté positif, admettons. On disait, si Martin Schneider a envie de casser quelque chose, il a au moins la possibilité de dire je veux pas regarder lui et je prends lui, ok, d'accord, voilà. Là, avec certains contrats, on pourra parler de Lausanne, c'est un peu la même chose avec la défense, on fait avec ce qu'on a, quoi, finalement. En fait, tu regardes, Jean-Fred, ce qui se passe, c'est que les clubs maintenant, ils essaient d'avoir un noyau fort et ils pointent du doigt les petits détails qui leur permettent d'avancer. Qu'est-ce qu'a fait Genève? Ils ont gardé plus ou moins les bons étrangers qu'ils avaient. Ils ont pointé du doigt qu'il leur fallait 2 gardiens numéro 1, entre parenthèses, ce qu'ils ont fait. Ils ont signé Bertadja. Alors, il y a beaucoup de monde qui pensait que Bertadja allait jouer dans les 2 premiers blocs. Moi, je dis non, Bertadja ne peut pas jouer dans les 2 premiers blocs à Genève. Pouliot, pas pour marquer 25 goals, alors il en marque quand même pas mal, mais pour amener cette flexibilité. Il est bon en défense, il est bon en attaque, il est bon physiquement, tout ça. Donc, c'est des petites choses en plus qu'ils ont amené à Genève pour améliorer leur équipe. Et tu regardes Bienne, c'est exactement la même chose. Bienne, il y a quand même un noyau dur depuis pas mal d'années et on amène quelques petites pièces. Il n'y a jamais une équipe, ou très rarement, qui a tout changé puis qui a fait des bons résultats. Je dirais que 99% du temps, c'est la débâcle derrière. Et on apprend tout simplement, on apprend les autres. On apprend des autres. On regarde ce que les autres qui sont en haut font et puis on fait la même chose. Alors, moi, j'ai j'ai traduit une interview de Marc Lutti, c'était lundi. Un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais pas que dernières années. Alors, il n'a pas un club de village ou un truc comme ça. C'est pas ça qu'il avait dit. De paysans, ouais, c'est ça. Ouais, alors justement, il est revenu sur ce truc-là, mais ça, je crois que je l'ai pas laissé dire qu'il n'avait pas dit que ça, c'était plus les valeurs importantes des Bernois qu'il fallait mettre en avant plutôt que le côté paysan, parce que ça a un côté péjoratif finalement. Mais lui, il disait que selon lui, pourquoi le championnat
championnat de Suisse est aussi bon en ce moment, c'est parce qu'il y a 6 étrangers et c'est ce qui a permis de resserrer le niveau. Je pensais à ça parce qu'on s'est dit, tiens, Genève a pris des sacrés étrangers et il va même plus loin en disant, mais bon, de mon côté, je pense qu'on va pas assez loin et qu'il en faudrait 10. Et qu'à ce moment-là. C'est ceux-là qui viendront à pied de Pologne et de Slovaquie, parce que ceux qui sont venus à pied, c'est Maninen, Granlund, Metsola, Altonen. Ils avaient parlé de ça dans ton interview. Non, il a foutu une autre part quand il a dit ça, mais on l'a tous dit, mais je veux dire, même des autres directeurs sportifs l'ont dit, mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit. On sait très bien qu'il dit ça pour qu'on ouvre le marché, puis que lui il va rapporter 10 étrangers de haut niveau. Hein, je veux dire, ils ont tous fait ça. N'oubliez pas qu'il y a une guerre en Ukraine qui a éclaté, que la KHL s'est effondrée, et que du coup il y a pas mal de joueurs qui sont venus aussi de KHL. Absolument. Donc ça a aussi changé. Non, mais par rapport quand on a voté, il n'y avait pas ça encore à l'époque, et que ça a un petit peu aussi changé un peu. Lui, quand il parlait des Polonais, c'était à l'époque passé de 4 à 6, ce qui finalement s'est fait. Maintenant, et puis on a rigolé en disant, on a vu la gueule des Polonais qui sont arrivés. Là, à 10, il est malin, il a évidemment pas réutilisé cette analogie-là, mais par contre, il disait, moi, qu'il soit. Cette fois, oui. Il a dit qu'il soit suisse, allemand, suédois, canadien, finlandais. Peu m'importe. L'important, c'est qu'on puisse aller chercher. Mais la différence qui a lieu, alors on s'égare un peu de Fribourg, on y reviendra juste après, mais je trouve intéressant de le préciser, c'est qu'à l'époque, ce qui faisait aussi grincer des dents, c'est que la Ligue et la Fédération étaient encore sous le même toit. Maintenant, la Ligue est aussi là à se dire, nous, on veut faire le meilleur produit qu'on veut sur la glace. Et si ça permet d'avoir des Granlund, des Artikanen, des types comme ça sur la glace. Des Wallmark, comme ça on revient à Fribourg. Voilà, des Wallmark, des Borgman, on en reparlera un peu plus tard. Sur la glace, le produit hockey sur glace National League sera meilleur. L'équipe de Suisse, c'est plus notre problème. Tandis qu'avant, il y avait quand même un peu cette espèce de lien qui existait entre les deux, où tu dis, mais attends, si tu as tant d'étrangers, t'es joueur suisse, je sais pas trop ce qui va se passer pour l'équipe nationale. Ouais. Donc il y a une petite différence aussi. Et là, je peux plus comprendre aujourd'hui la position d'un Marc Lutti qui dit, mais moi, c'est égal en fait, qu'il soit suisse ou canadien, au bout du compte, s'il marque pas de but au championnat du monde. Pareil. Absolument. Mais en parlant des étrangers, là, on peut revenir aux étrangers de Fribourg. On a mentionné Borgman, Wallmark, on n'a juste pas mentionné Dido, mais par rapport à la saison passée. 15 minutes 09 et on n'avait pas dit Dido quand même. Non, mais ça, on avait fait un pari, il faut le dire. Quand même. Et on a quand même, j'ai l'impression que au niveau des étrangers, petite amélioration du côté de Fribourg. Sans être méchant envers Youssou Vainho. Borgman a l'air quand même d'être plus solide. Dido, on sait évidemment ce qu'il peut apporter. Et puis, on a tendance un peu à moins parler parce que ça éclipse un tout petit peu le Wallmark à cause de Dido. Mais Greg, t'aimes bien dire aussi, faut pas oublier que ce Wallmark, il aurait pas peut-être pu le prendre la première fois, mais c'est parce qu'à Zurich ça s'est un petit peu moins bien passé et qu'il faudra bien l'attendre. Il m'a impressionné l'autre soir, c'était à 15h, l'autre après-midi contre Ajoie et surtout le duo qui forme avec Sørensen. Ouais. Si Sørensen avait un tout petit peu plus de niaque, on va dire. Il lui a offert un but vide à un moment et il met sur le filet extérieur. C'était pour une action magnifique. Durant tous les powerplays, ils sont basés Wallmark à gauche du gardien, Sørensen à droite du gardien. Le nombre de tentatives de passes à travers le slot qui se sont faites, ils sont tout le temps en train de se chercher. Et moi, je pense que si Sørensen se met en route, parce que c'est un sacré joueur, on l'a vu par bribes l'année passée, et j'en parle tout le temps, mais parce que peut-être pas que je l'avais pris au manager juste avant, mais c'est 9 points en 3 matchs au début janvier. Ouais, là, il avait vu Jésus, là. C'est là que tu vois, il avait quand même aussi 14 points en 12 matchs ou en 11 matchs. Enfin, il a eu une période où il a montré à quel point c'était un joueur fantastique. Et avec Delarose, ça allait super. Hein. Ça allait bien avec Delarose. Je pense que Wallmark est encore meilleur que Delarose. C'est pas le même type de joueur, Delarose. C'est pas le même type de joueur du tout. Et je pense d'avoir un centre créatif, plus créatif que Delarose pour Sørensen, ça peut faire beaucoup de bien. Et aussi d'avoir une connexion qui existe déjà, parce que si Wallmark vient à Fribourg, c'est aussi parce que Sørensen le connaît, parce que Delarose le connaît. Il y a déjà cette connexion suédoise qui existe. Et Fribourg aura besoin d'un excellent Sørensen cette saison. Et l'année passée, il était frustrant parce que justement, on voit à certains moments, et on va parler après de Lausanne, mais si Salomaki met le même nombre de points que Sørensen, tu dis fine. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même rôle, ils ne doivent pas avoir le même impact sur l'équipe. Ce qui est intéressant avec ces joueurs étrangers, c'est qu'on sent qu'ils ont besoin d'être bien dans un club pour performer. Et Wallmark, je pense que c'est ça qu'il est venu chercher aussi à Fribourg, parce qu'il était peut-être pas bien à Zurich et que du coup, il a besoin d'être bien. Et Dido, c'est aussi clairement, c'est pour ça qu'il revient à Fribourg, parce qu'il n'était pas heureux à Berne, même s'il est quand même le top scorer de Berne et puis il fait une super saison, hein. Mais il n'était pas heureux à Berne et il vient à Fribourg pour être bien. Donc c'est aussi le gros travail du coach, c'est de faire en sorte que ces joueurs soient bien, soient vraiment
bien pour pouvoir bien performer en fait. Et ça va être intéressant justement. Wallmark, je pense que en tout cas lors des matchs de préparation, franchement il a l'air d'être pas mal. Puis comme tu dis Greg avec Sorensen, ça a bien roulé. Et puis Didot, on sait qu'il était bien, il avait bien aimé le système de Christian Dubé, donc je pense que ça peut vraiment être intéressant. Toi, tu as connu Sean Hines à Fribourg. Tu l'as aussi affronté avant, j'imagine, quand il était notamment à Bâle. Exactement, ouais. C'est pas un peu le même genre de parcours d'un défenseur l'autre attaquant, donc je compare pas le joueur sur la glace, mais l'ingérable Sean Hines qui prenait que des pénalités de match tout le temps, et puis à Fribourg il a été un peu plus canalisé. Quand il est arrivé dans le vestiaire, tu avais aussi un peu en disant mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait venir machin dans ce vestiaire. Il avait des câlins en bois encore. J'ai une petite histoire, alors c'est pas pour me mettre en avant, mais j'ai une petite histoire assez rigolote sur Sean Hines, c'est que chaque fois qu'on jouait contre Bâle, lui, alors déjà à l'échauffement, il scannait les joueurs en face puis il les intimidait. Alors moi, j'étais un joueur assez physique, donc je savais que ces mecs-là, il faut surtout pas leur montrer que t'as peur, parce que s'ils voient que t'as peur, ils te courent après tout le match. Puis quand il est sur la glace, il faut avoir la tête levée. Puis moi, physiquement, j'arrivais bien à contrer des joueurs comme ça. Donc quand ils venaient me checker, tac, ils contre-check. Par contre, il y en a 2-3 qui subissaient tout le match. Hein. Franchement, je te jure que s'il repérait un qui tremblait, voilà. Quand il arrive dans le vestiaire de Fribourg, il est à côté de moi, puis il me regarde, puis il me dit « C'est toi, Vauclair ?» Puis je dis « Ouais. » T'es pas énormément musclé pour il me dit je suis étonné parce que il se souvenait de moi en me disant mais je me souviens de toi parce que t'avais pas peur de moi sur la glace. Il m'a dit je te pensais plus musclé, il me dit comme ça juste pour rigoler. Mais Sean, il faut savoir une chose, c'est un super gars. Honnêtement, super gars sur la glace et hors glace, une perle. Mais c'est vrai qu'il supportait pas de perdre, il supportait pas les tirs au cul dans son équipe. Je veux dire, on faisait des séances de patinage où tu devais freiner sur la ligne bleue. Je peux te jurer que si tu trichais, que tu freinais 10 cm avant la ligne bleue, il t'insultait. Alors ça ne me concernait pas moi parce que je préfère arriver dernier que de pougner. Mais on avait 2-3 spécialistes. Donc des mecs comme ça, moi je dirais que c'est une perle. Moi c'est un des joueurs que j'aimerais avoir en tant que coach parce que je sais que si tu le prends, tu parles avec. Souvent quand il dépassait les limites, c'est souvent quand il perdait parce qu'il ne supportait pas. Didot un petit peu la même chose. Je voulais dire, on parle toujours de Hines là ou on parle de Didot? Didot un peu la même chose. Mais la grande différence, je suppose, alors je ne connais pas bien Didot, mais toi tu l'as rencontré Greg pour discuter. Je ne sais pas si la discussion est aussi facile avec Didot qu'avec Sean Hines. De ce que j'entends dans le vestiaire, clairement, c'est le premier à déconner. Okay. Par contre, dès qu'il en sort, visiblement, c'est plus le premier, c'est le 2 ou le 3e ou un peu plus, on ne sait pas. Mais il est effectivement dans le vestiaire. Je crois que moi, tout ce que j'avais fait un article, sauf erreur, à son premier passage. Ouais. Comment ses coéquipiers perçoivent Didot, et c'est vraiment. Et les anciens aussi, parce que les coéquipiers actuels, t'en as aucun qui va dire de toute façon machin, je peux pas le blairer. On n'est pas naïf. Tu peux, mais on n'est pas naïf quand on est journaliste ou pas trop. Des fois oui, mais pas toujours. Mais le fait qu'il est adoré dans le vestiaire, ça c'est vraiment clair. Et par contre, en dehors, c'est vrai qu'il a une personnalité différente. Et moi, j'arriverai quand même pas à mettre de côté ce qu'il a fait, notamment l'année passée, dans une année qui a été catastrophique, mais shooter sur un gars au sol, courir après Radgeb dans les couloirs, s'en prendre à les officiels du côté de Bienne. Et je dis pas que c'est tout à 100% sa faute, mais il est quand même toujours là au milieu. C'est pas un autre. C'était pas Kaoun, c'était pas Untersander. Non, c'était Di Domenico à chaque fois. Ouais, puis c'est un peu plus chiant que Todelic, par exemple, qui était aussi... il est plutôt du style de Todelic que de Sean Hines, parce que Sean Hines, il réglait tous ses problèmes sur la glace. Jamais il allait dans les vestiaires ou tout ça. Je veux dire, Todelic, avec qui j'ai joué aussi, était comme ça. Il était ingérable. Je veux dire, c'est le mec, tu comprends pourquoi un mec comme ça, il a fini en Suisse. C'est parce qu'en NHL, c'était un super joueur, mais c'était ingérable, quoi. Des mecs comme ça, imagine, tu allais jouer à Las Vegas. Autant te dire qu'il ne te faisait pas un grand match, hein, je veux dire, parce que les mecs, voilà. Tu te dis le salaire, est-ce qu'il est parti dans les machines à sous ou bien au poker? Non, mais je veux dire, c'est de notoriété publique que dans certaines villes, tu sais que certains joueurs, où tu vas jouer, quand ils vont jouer à New York comme ça, il y en a certains, tu sais qu'ils ne vont pas te faire un grand match. Tu peux lire le livre de Théorème Fleury, si certains s'en souviennent. Le coach, il savait que Théorème Fleury soit il te faisait un super match, soit tu ne le voyais pas. Puis des fois, il n'était même pas là. Je veux dire, il n'était pas là à l'entraînement le matin, des trucs comme ça. Et Didot, il me semble qu'il est... tout d'un coup, il y a 2 fils qui se touchent et il est justement capable de faire des trucs en dehors de la glace. Alors moi, je l'adore. Hein. Je veux dire, franchement, parce que ça amène un petit peu ce peps, cette étincelle dans le championnat suisse. Aussi en Suisse, on aime bien que les choses soient bien réglées. Mais lui, des fois, le truc de Radgeb puis tout ça, je veux dire, avec Radgeb, tout ça, oui, je veux dire, au bout d'un moment...
moi, ça m'a fait sourire parce que j'ai été des fois dans un état d'esprit comme ça où tu es capable de faire n'importe quoi parce que tu as une telle frustration en toi et les gens qui bravo, n'ont jamais eu ça. Ouais, non, mais j'étais pas le plus gentil aussi. Bravo. Non, mais je m'excuse, mais les médias, on était tout contents de voir ce genre de scène. Moi, j'avais mis en pré-générique parce que c'était le truc, c'était l'image qu'il fallait retenir. Exactement. Là non plus, on n'est pas naïf. Hein. Mais non, mais ça fait du show, ça fait du spectacle, ça fait un peu partie du truc. Puis il n'y a pas mort d'homme. On parlait de la Ligue qui veut, tu disais, la séparation des pouvoirs finalement, puis la Ligue qui a envie de vendre son produit, elle vend beaucoup plus facilement un produit où tout d'un coup il y a un gars un peu rock'n'roll comme ça, plutôt qu'un truc où c'est systématiquement lisse pendant 52 journées. Hein. Et puis moi j'aime mieux un gars qui est frustré parce qu'il perd qu'un gars où tu vois que parce que moi ça m'est arrivé où t'en as 6 dans la musette puis le mec il joue là rien à foutre quoi. Je veux dire et honnêtement tu peux gagner des titres avec des Chris Domenico, par contre tu vas pas en gagner avec des gars que tu gagnes à 0, on veut tu des perds noms. 6-0. Ils sont la même chose. Ce qui compte, c'est que le salaire il tombe à la fin du mois. Puis voilà. Je veux dire, et des Sean Hines, alors lui, je veux dire, c'est pas pour rien que Fribourg a fait les années qu'ils ont fait quand il y avait Sean Hines. C'est parce que il mettait tout le monde au diapason et puis lui, il voulait gagner quoi. Et les tricheurs, il en voulait pas. On a fait long sur Fribourg. On n'a pas parlé que de Fribourg. Non, il n'y a pas de problème. Je voulais quand même qu'on se projette 2 secondes. Ça va fonctionner du coup ce Fribourg on en parle de Walmart, on parle de Di Domenico, on a cette question du directeur sportif qui est sous-jacente. Ça va fonctionner ? Alors moi je pense que ça va fonctionner parce que on n'a pas parlé. Je pense que ces joueurs, Walmart, Di Domenico, vont avoir un impact sur des joueurs comme un joueur comme Kylian Motet. J'allais dire les Suisses, est-ce qu'il faut que ça élève les Suisses ? Exactement. Parce il y a des possibilités. Hein. Exactement. Motet, il fait une saison, la saison passée. C'était pas terrible. Selon ses standards, en fait. Matchs, il est 13e attaquant et certains matchs, il est dans les gradins. Kylian Motet. Il marque quand même plus de 30 points, si je dis pas de bêtises. Mais on s'attend. On fait 20 de plus. On en a plus, sont près de 40. Dans les matchs de préparation, il n'était pas Motet avec Sorensen et Walmart. C'est ça. Ça avait l'air de fonctionner assez bien. Puis surtout le powerplay aussi. Fribourg a 2 powerplays solides, à mon avis, je veux dire, de ce que j'en entends. Et je pense que c'est ça qui va faire marcher Fribourg. Moi, je les ai mis quand même assez haut dans le classement, dans une prévision de classement. Et je mise beaucoup sur ces étrangers qui vont avoir un impact sur le reste de l'équipe. Le seul souci, faut voir comment Reto Berra tient sur la saison, quoi. Voilà. Nous deux, on en a déjà pas mal parlé la semaine passée, donc c'est pour ça que je préfère être... Voilà. Et toi, tu t'attends à voir... Moi, je suis assez optimiste en fait pour Fribourg, parce que je pense que l'équipe s'est vraiment renforcée cette année. Alors, on n'a pas parlé du départ de Dernay, parce qu'on aurait pu, parce que Dernay, c'était vraiment un vrai pilier de cette équipe, et on aurait pu craindre le départ de Dernay vraiment pour faire baisser le niveau de l'équipe. Et avec l'arrivée de Walmart, du coup, je pense que l'équipe s'est vraiment renforcée. Et comme je l'ai dit avant, je pense que les joueurs doivent se sentir bien. Walmart, Di Domenico se sentir bien. Et je pense que Christian Dubé a justement cette capacité pour que les joueurs se sentent bien. Mais après, c'est toujours la même chose en hockey. C'est si tu débutes bien ta saison, tu vas avoir une saison géniale, ça va être super. Si tu perds tes 3-4 premiers matchs, du coup, tu vas avoir une saison galère en fait. Donc, moi, j'ai envie que ça se passe bien pour Fribourg parce que c'est un club roman et puis parce que j'aime bien Fribourg. Mais ça va vraiment dépendre du début de saison en fait. Mais comme pour toutes les équipes en fait, c'est des banalités ce qu'on est en train de dire, mais c'est vraiment ça quoi. Est-ce que Genève peut faire aussi bien que l'année passée ? Question. Tout de suite, la question qui tue. Je ne sais pas si elle tue, mais finalement, on parlait de ça avec Bien sur savoir si c'était une saison réussie ou ratée. On va évidemment pas dire que si Genève ne fait pas le doublé, c'est une saison ratée, loin de là. Non. Mais par contre, réussir le doublé, on se souvient que il n'y a pas si longtemps que ça, Zug l'a fait, mais. Ils sont passés, il y avait 3-0 pour Zurich et finalement ils ont fait cette remontada incroyable pour s'imposer 4-3. C'était pas forcément gagné de base. Berne a pu le faire dans un passé pas si lointain, mais sinon le doublé, c'est chaud. Il n'y a pas beaucoup de changements par contre à Genève. Hein. C'est une équipe vraiment qui est. Alors il y a ils ont juste perdu le meilleur défenseur de la ligue. On est d'accord. Il y a Tom Ernest qui sont plus là, mais dans le reste de l'équipe. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans le reste de l'équipe, on garde vraiment les bases de ce qu'on avait l'année passée. Et puis en plus, je pense que Lindström et Malinen qui ont été cherchés, c'est pas des moches non plus. Je veux dire, donc ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est la stabilité de Genève. Et
Ça va être très important. Après, quand tu es champion suisse, faire aussi bien l'année suivante, ça va être compliqué parce qu'on a quand même des Zurich, on a quand même des Zug, on a quand même d'autres équipes qui veulent faire aussi bien que Genève l'année passée. Donc ça va être compliqué et puis la concurrence sera très élevée. Mais moi, je vois une belle saison quand même du Genève Servette. Moi, je veux juste dire un truc. Je pense que sur toutes les saisons que j'ai vues de hockey, soit comme joueur, soit comme consultant, je pense que c'est la saison la plus difficile pour une équipe pour faire le doublé. Parce que le niveau de cette ligue, depuis 2 ans, encore plus cette année que l'année passée, est monstrueuse, quoi. Je veux dire, à mon avis, il y a 8 équipes qui peuvent aller au bout. Il suffit d'un peu de chance, les joueurs en forme de bon moment. Je veux dire, Genève pas de blessés ou des blessés mineurs. Si vous regardez, à quoi ça s'est joué entre Bienne et puis Genève l'année passée, ça s'est joué entre un mec de 4e bloc qui a marqué des buts importants, Bertadja, Pouliot a aussi marqué des buts importants. C'est ça qui a fait la différence. Donc c'est minime. Et Genève a une super équipe, mais je pense que ça va être très compliqué parce qu'il y a une concurrence qu'il n'y a jamais eu dans cette ligue. Voilà. Il y a eu Vatanen aussi qui avait décidé que tout d'un coup, il en avait un peu marre, puis il était parti pour ouvrir le score. Ça avait quand même été un sacré truc. Greg Vin. Je vois Greg pensif. Non, je vous écoute religieusement. J'hésite à aller aux toilettes pour tout vous dire. Je me posais la question si on faisait une pause. On peut continuer encore 2 secondes. Non, on parlait de la succession Thomanes parce qu'on a tenu 15 minutes sans dire Di Domenico, mais je pense qu'à Genève, la succession Thomanes, c'est vraiment la question centrale. Et est-ce que c'est quelque chose qui est possible déjà? Moi je pense non, dans le sens où je suis d'accord avec toi. Temernes ne sera jamais remplacé à Genève et il faut juste vivre avec. En fait, il faut accepter que Temernes n'est plus là et que d'autres joueurs le remplacent. Pour l'instant, j'ai vu Lindström 2 fois, certains matchs à la télé, mais ça compte un peu moins, disons. Ça a l'air très propre, ça a l'air d'être bien, mais le problème c'est que Temernes c'était autre chose, c'était un autre délire avec lui, donc il va juste falloir accepter, mais ça veut pas dire que Genève sera moins bon, parce que les 28 minutes que Temernes jouait, peut-être que si tu peux gagner 3 minutes, 4 minutes avec Carrère, avec Le Coultry, qui sont de bons défenseurs suisses, si eux prennent un tout petit peu d'envergure en plus, ça va déjà aider finalement, et c'est pas du poste pour poste, et c'est juste ça qui va être important. On en parlait avant pour Matikainen à Bienne de remplacer Termenen, ça va aussi être une tâche assez compliquée. Là aussi, laissons du temps aux gens qui vont arriver, laissons Vatanen qui joue une saison complète. Et finalement, par rapport à la saison passée où il a été blessé longtemps, c'est un vrai renfort d'avoir Vatanen durant 52 matchs, si tout se passe bien aussi pour lui. Et on part de ce principe-là. Donc, est-ce que c'est pas lui qui remplace Temernes finalement? Oui, moi c'est clairement mon avis. C'est Vatanen qui va remplacer Temernes. Puis Lindström, il vient, il fait son truc. Oublions pas qu'arriver en Suisse, ça va pas forcément de soi. On le dit avec tous les étrangers qui arrivent en Suisse, laissons-leur du temps. Mais j'ai l'impression qu'avec Lindström, on le fait un petit peu moins parce qu'on sait exactement pourquoi il est là. Il a été engagé pour pour compenser le départ de Temernes. Mais lui aussi, on doit lui laisser du temps. Et l'avantage d'arriver dans une bonne équipe comme Genève, une équipe qui est en place, comme tu dis, j'ai rigolé, mais tu as raison. L'équipe est en place, la base est là, l'éthique de travail est là. J'ai l'impression qu'il y a une identité qui existe à Genève depuis quand même de nombreuses années. C'est quand même plus simple d'arriver et puis de te dire tu viens tranquille, puis on te laisse un peu de temps pour te mettre en route. Et moi, je suis assez optimiste aussi pour Genève Servette cette saison. Maintenant, comme vous disiez avant, les Suisses allemands, ils vont pas laisser peut-être 2 ans de suite les Romands venir gagner le truc jaune. Donc, ils ont mis 40 ans à lâcher une fois, ouais. Donc là, ils veulent pas le laisser. Il y a plusieurs prétendants quand même. Et puis c'est toujours plus difficile pour le tenant du titre parce que les équipes, c'est un petit peu le challenge, quoi. Battre l'équipe qui est championne, que ce soit en championnat, puis après peut-être en play-off. Mais je veux dire... franchement, moi je pense que cette équipe de Genève c'est très solide. J'aime bien aussi l'équipe de coach qui a fait du bon boulot. On sent aussi que c'est très structuré. Yann Cadieux s'occupe de ça, les assistants s'occupent Trey s'occupe d'autres choses, tout ça. Et honnêtement, il me semble qu'on en parlait avant, on a fait des ajustements depuis 2-3 ans à Genève qui ont été payants. Mais on a vu ce qu'il fallait faire aussi. On n'a pas tout chamboulé alors qu'on a eu il y a 2 ans en arrière quand même une sacrée claque avec ces pré-playoffs. Est-ce que les planètes se sont alignées aussi avec... on disait, la méthode genevoise avec 2 gardiens A, ça a super bien joué. Mais Robert Mayer, il marche sur la flotte aussi en play-off. Donc est-ce qu'il est capable de répéter ça la saison prochaine? Non mais c'est ça. Aujourd'hui, on a mis...
au sommet Robert Mayer, mais on se rappelle qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas du tout ça en fait. Franchement, Robert Mayer, c'était le numéro 2 et encore, on voulait pas forcément de lui. Donc l'année passée, oui, je pense que les planètes sont vraiment alignées. Robert Mayer était incroyable et Gauthier a vraiment aussi assuré, parce que c'est Gauthier Desclos qui joue au début de play-off, quand même, avec Genève. Ça reste, pour moi, je pense que c'est vraiment le gros point fort en fait, de ce Genève Servette. C'était le gros point fort l'année passée et je pense que ça va être le gros point fort cette année, c'est les gardiens. Franchement, je pense que les 2 gardiens sont vraiment très très bons. Est-ce que c'est la meilleure paire du pays? Moi, je suis pas loin de penser ça en fait, franchement. En paire, d'accord, ok. L'association des deux. Ouais. Je dirais quand même que Sateri Van Pottelberger, je trouve solide, mais... Moi, je pense quand même que notre ami Mayer a eu son... Une heure de gloire. Et puis il me tarde de voir en fait ce qu'il va réaliser pendant cette saison, parce que c'est vrai qu'on a quand même un historique sur lui. C'est un bon gardien, il n'y a rien à dire, mais là, comme il a joué en play-off, c'était stratosphérique. Il a donné confiance à son équipe. Dans un moment de doute, c'est lui qui a rassuré tout le monde. Et si tu regardes historiquement sur chaque année de play-off, pour l'équipe qui gagne le titre, tu as toujours un petit peu ces joueurs on s'attend pas, puis qui crée du jeu, qui marque un goal important alors que c'est pas un buteur, un gardien qui élève son niveau de jeu, un défenseur qui marque 2 goals ou 3 goals en play-off alors qu'il en a marqué 1,5 en 2 ans, tu vois, je veux dire, des choses comme ça. Et ça, historiquement, ça arrive souvent dans les play-offs parce que le jeu est plus serré, est plus compliqué, et donc pour les créateurs, les joueurs comme ça, c'est plus dur, quoi, c'est plus dur. Moi, je pense que là où je te rejoins sur la paire de gardiens qui est peut-être la meilleure de Suisse, un des points qu'on doit mettre au crédit de cette paire-là, c'est qu'elle te permet d'avoir un étranger sur la glace en plus. Et oui, ça terrible, Van Pottelberg, c'est très bien également, et le duo est complémentaire. Par contre, quand Sateri joue, peut-être qu'un défenseur joue pas. Tandis que là, chaque soir, tu as tous tes joueurs de champ qui sont sur la glace. Et ça, c'est non négligeable dans ce pari qui a été pris par Genève. Et moi, j'aime bien justement le fait que le pari des gardiens suisses est payé la saison dernière, au moment où la tendance part sur on veut notre gardien étranger, les Koskinen, les Metsola, etc. Et c'est assez positif parce qu'on a assez peur de l'avenir pour le poste de gardien en Suisse. Et si ça peut donner un peu de courage à certains clubs de dire non, mais on fait confiance aux gars d'ici, parce qu'on se rend compte de l'importance que ça peut avoir de compter sur 6 joueurs de champ d'impact, ce qu'avec clairement Genève de l'étranger numéro 1 à l'étranger numéro 6, chacun dans son style, mais tous avaient un immense impact la saison dernière. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Si j'étais directeur sportif, je miserais sur 2 gardiens suisses. Personnellement, voilà, je le dis, parce que je pense que de perdre un attaquant, un défenseur étranger, ça a plus d'impact que d'avoir un gardien étranger. Et alors après, c'est un avis personnel, bien sûr, ça regarde que moi, mais je sais que maintenant, même aux États-Unis, ils commencent avec leurs statistiques à se rendre compte qu'il ne faut pas tout miser sur un bon gardien, que en fait, ça a peut-être moins d'impact, un excellent gardien, qu'un gardien, en parenthèse standard, mais je dirais maintenant, on a quand même des bons gardiens partout. Mais par rapport à ça, je pense que Van Pottelberg sera très chassé, vu qu'il a un de contrat, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de clubs qui ont remarqué ce qu'ils ont fait à Genève, puis ils disaient tiens, pourquoi nous on ferait pas ça? On peut parler aussi de Ludo Weber peut-être, qui reviendra dans quelques temps. Donc, des choses comme ça. Et je pense Laissons-le partir, on a déjà vu ça la semaine passée. Je vous écoute les gars, c'est vrai, je répète les conneries que vous racontez, mais voilà. Et ça, je pense que y a eu cet effet gardien étranger, mais qu'on va un peu revenir en arrière. Franchement, parce qu'on pense que plus c'est très suisse, plus ça vient de loin, meilleur c'est. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. C'est une question d'argent aussi après, finalement. Tu te rends compte que si la valeur du gardien suisse, elle diminue un petit peu, mais que finalement sur la glace, c'est pas aussi la différence n'est pas aussi marquée qu'au niveau salarial. C'est de dire tiens, on prend Davos, ils ont Eschliman et Sen, et puis si ça marche bien aussi, on se dit finalement on paye moins que un Setterik, un Roubec et les noms que tu as cités avant, Greg aussi. Finalement, pourquoi pas faire comme ça? Moi, je trouve que est-ce que vraiment il y a une pattern qu'il faut suivre absolument? Je sais pas. C'est toujours celui qui gagne qui donne la tendance. Et là, il y a cette. J'espère que ça va faire école, on va dire, pour la suite. Si on regarde le contingent de Genève, on a un Phil Poula, 39 ans, on a Winnick, 38, Pouliot, 38, Maurer, 35, Jacquemet, 35, Mayer, 33, Thuris, 33, Vatanen, 32, Artikainen, 33. Ça fait près de 30 ans de moyenne d'âge. Ils ont de l'expérience. En comptant Antoine Guignard, 19 ans, je pense qu'ils l'ont mis là pour passer en dessous de 30. Allez, hop. Non, je rigole. Il y a aussi des jeunes, il ne faut pas non plus passer. Il y a aussi un Simon Lecoultre, on a l'impression qu'il a déjà bientôt 30 ans, tellement on l'a vu. C'est Noah Rod, 24 ans, j'allais dire lui après, Noah Rod, 27 ans, Roger Carrère, 26 ans.
un Lennström est en dessous de 30 ans aussi. Il y a quand même il y a pas que des vieux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand même, on arrive avec des cadres qui ont gagné, qui doivent relancer la machine et qui s'approchent de la quarantaine, on va dire. Et grâce à Genève, il y a quand même toujours encore un ou l'autre joueur qui sont plus âgés que moi. Mais c'est bientôt fini. Je m'y prépare chaque année un peu plus. Cet aspect-là, il peut pas être un peu compliqué? Alors ça va dépendre un petit peu du chemin de Genève. Je dirais que s'ils perdent, on va dire mais voilà, on n'a pas régénéré l'équipe, voilà. Puis si tu gagnes, on a de l'expérience, toi. Tu tournes toujours le truc par rapport. Mais en fait, la finalité de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est ça. Si tu gagnes, tu peux tourner comme tu veux les trucs, t'es un dieu. Si tu perds, il faut, voilà, ils sont trop vieux. Si tu perds, puis que t'as des blessés, mais c'est parce qu'on a des blessés. Si on est trop lourd, ils ont pas assez de rapidité. Donc moi, je pense effectivement que Genève, c'est pas trop tard. Mais il faudra penser quand même pour l'année prochaine un petit peu renouveler certains cadres. Heureusement, c'est pas moi le directeur sportif, mais on le sait très bien, Greg, toi qui es pas mal dans le truc, ils sont déjà en négociation avec pas mal de joueurs. On parlait par exemple d'un Kessler à Bienne. Ouais. Pourquoi Genève discuterait pas avec, pourquoi discuterait pas avec Offer, et vice versa, je veux dire. Donc Pouliot est parti à Genève alors qu'il était en discussion aussi avec Bienne. Donc c'est de bonne guerre, quoi. Enfin, je sais pas ce que Roland en pense, mais. Je pense exactement comme toi. Ouais, mais toi, de toute façon, t'es le plus vieux autour de cette table, donc tu peux ne défendre que les vieux, quoi. Oui, j'ai eu ça quand on s'était. Et alors Non, mais. C'est toujours la même chose. On peut faire toutes les théories qu'on veut. En fait, à un moment donné, c'est les résultats qui vont parler. C'est le but de faire des théories. C'est ça. Sinon, faut pas venir à ce micro. Non, je sais pas. Franchement, j'ai. Il y a quand même un bon mélange dans cette équipe de Genève entre des joueurs expérimentés puis des jeunes qui ont déjà beaucoup d'expérience. Mais tu sais, tu parles d'expérience en fait. Depuis le début que Yann Cadieux est là, on dit mais attention, c'est un jeune entraîneur, on verra ce qu'il va faire, ça va pas être évident. Et là on n'en parle plus parce qu'il a gagné le titre. Là il va en play-off. Ouais mais attention, c'est un jeune entraîneur, il va en finale. Ouais mais attention, Cadieux c'est un jeune entraîneur, est-ce qu'il a jamais joué de finale de machin? Clermont a déjà passé par là, etc. Et bien à l'expérience. Et Mathé, les champions suisses, du coup c'est quoi la théorie? C'est dire mais attention parce que Cadieux il est jeune, il va falloir voir comment est-ce qu'il a. Moi, je pense que maintenant c'est inversé. Mais en face on a Cadieux qui est champion de Suisse. Attention. Donc je pense que t'as des joueurs, des coachs qui ont un certain âge, mais qui du coup amènent vraiment quelque chose sur la glace encore à leur âge. En plus on dit Pouliot, il a 38 ans, mais il a que 3 ans de passeport suisse, donc du coup ça, je sais pas, c'est déductible. Ça baisse l'âge. Et puis tu as des jeunes, on parlait de Noah Roth tout à l'heure, je rappelle juste que Noah Roth, ça doit bientôt faire 10 ans, je pense qu'il avait 11 ans, cette équipe, il est déjà capitaine et puis il a que 27 ans. Donc, absolument. Il faut vraiment, Après, un joueur du même âge, tu prends 2 joueurs du même âge, tu en as un qui sera beaucoup plus mature qu'un autre, donc c'est aussi propre au caractère, ces choses-là. Durant l'été, on a aussi eu un Genève Servette qui renouvelle certains cadres. Ouais. Il y a eu le contrat de Tanner Richards en 2028, il y a eu le contrat de Marco Miranda en 2027, de Simon Lecoultre en 2027. Et ça... On parle du roster. Là, c'est le Lecoultre 24 ans, Miranda 25 ans. Richard, il a certes 30 ans, mais Richard, il incarne ce Genève Servette et cette identité genevoise à laquelle ils sont assez attachés. Pas qu'en hockey, certes, mais en hockey aussi. Tu sais qu'il y a 2 ans en arrière, il était sur le marché. Je veux dire, c'est là que tu vois comment ça va. On parlait avant. Je veux dire, il y a 2 ans en arrière, Genève voulait pas le garder. Et en une année, tu passes du statut de on veut pas te garder à on te re-signe. Donc, pour résumer, pour que les gens comprennent bien comment ça se passe, je veux dire, il y a quand même une histoire de timing, quoi. Excuse-moi, Greg, je t'écoute. Greg dit souvent le timing is everything. C'est vraiment ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Alors, la signature de Simon Lecoultre, elle fait clairement sens. Voilà. Mais elle m'a l'air assez logique. Oui. J'aime beaucoup la signature à long terme de Marco Miranda. Oui. Moi, je le vois franchir un palier cet été. Je pense qu'il est en train d'atteindre une maturité physique qui va lui permettre d'être encore plus dominant dès cette saison. Non, je ne l'ai pas dans mon équipe hockey manager. Peut-être. Peut-être. Non, moi je suis convaincu que c'est une très très belle signature. Alors, oui, il est resté à Genève parce que sa copine est genevoise. Donc ça aide, on est bien d'accord. C'est pas tout, mais ça aide. Il parle
parfaitement le français. Il est ça bluffant. nous arrange. Et oui, il faudra qu'il vienne au Pécaliste cette année. Oui, on va le demander. Très bien, c'est une bonne idée parce qu'il parle parfaitement français. J'allais dire une saloperie mieux que certains francophones qui sont venus sur le plateau, mais c'était vraiment pour la blague. Non. C'était vraiment pour la blague. Mais il parle parfaitement français, donc lui aussi. En fait, les joueurs, quand ils arrivent à Genève, j'ai vraiment l'impression que plus qu'à d'autres endroits, ils deviennent genevois, on va dire entre guillemets, où ils s'imprègnent de cette culture. Et quand en plus t'as des résultats avec une culture qui est bien en place, je pense que ça doit avoir un effet bénéfique sur les prochaines années. Et c'est sur ça qu'ils vont tabler Genève Servette. Je regardais là parce que tu parlais de Lecoultre, puis ça m'a fait de Miranda, puis j'ai pensé à Roger Carrère. J'ai juste checké pour voir, il fait son contrat va jusqu'en 2025. Donc et lui. Soit Genève le re-signe, soit il sera très demandé aussi. Hein. Je pense que. Mais on parlait avant, tu vois, du problème de Bienne qui vont être opposés à pas mal de clubs pour signer un Hofer ou un Kessler. Et ben Genève, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'évitent ça en les prolongeant rapidement et puis pour plusieurs années. Après, il faut un budget pour faire ça. Et puis il faut être sûr que le gars va. C'est un pari aussi. Tu me diras. Et Greg le dit il y a Miranda, sa copine genevoise, ils ont gagné le titre. Et puis il y a un aspect aussi, Genève est capable de mettre sur la table ce qu'il faut pour les garder. Hein. Ça, c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre. Et surtout pour un Zurichois, parce que Miranda, quand même, on disait souvent que quand les Zurichois les faire sortir de Zurich, c'est quelque chose. Mais en plus, les faire sortir une fois, on se rappelle de Dennis Hollenstein qui était venu humer l'air du Léman une saison. Puis après, il était un peu là, je vais retourner du côté de la Goldküste. Ils ont fait un Genève parce qu'ils sont allés les chercher quand ils n'avaient pas un rôle important à Zurich, Carrère et puis Miranda. Oui. Je veux dire, donc, ils ont réussi à leur dire, venez chez nous, mais maintenant, s'ils étaient à Zurich, maintenant, ça serait bien plus compliqué. Chris Maxorley, on peut quand même dire que. Mais du coup, c'est pas que financier aussi. Il y a aussi le projet aussi qui les intéresse aussi. Parce que tu peux être super bien payé, mais si tu vas jouer, non, je veux pas dire à Joie, mais tu vas jouer à Langnau, ça va être beaucoup moins intéressant comme projet que si tu vas jouer à Genève. Je parlais des étrangers, des jeunes joueurs que j'aurais bien voulu voir peut-être se développer à Porrentruy. Où tu disais, Geoffrey, des fois, il faut aussi que ça soit intéressant. Le projet genevois était plus intéressant à l'époque pour des Miranda et des Carrère que le projet jurassien maintenant pour un ou deux autres jeunes joueurs des jeunes générations. À ce moment-là, Genève était totalement en reconstruction. Hein. Je me semble que ils avaient une saison très compliquée, puis ils avaient dit on mise sur les jeunes, donc on a la mémoire courte, mais comme tout le monde, hein, je veux dire, on se souvient peut-être de l'année passée, Greg a une meilleure mémoire, puis tu as une meilleure mémoire que moi, mais moi je me souviens qu'à ce moment-là, on a dit Genève a dit mais écoutez, on a une saison difficile, on va miser sur les jeunes, donc Carrère, Miranda, Smirnov, et si tu regardes sur le Coultre, et si tu regardes maintenant pour gagner des titres, oui, il faut quand même des jeunes, mais qui soient performants, mais il faut. Mais c'est ça qui est intéressant. Genève, c'est qu'on a vraiment construit le Genève Servette d'aujourd'hui, et notamment en passant par les juniors. On rappelle quand même qu'ils ont gagné 2 fois de suite le championnat des juniors élites sous l'époque de Patrick Aymon. Et du coup, on a vraiment construit. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme d'autres clubs, aussi les Maniques, on a voulu mettre un aiguillage de joueurs et puis en espérant que ça marche. Là, on a vraiment construit et du coup, c'est pour ça que moi, je suis assez optimiste pour cette saison. C'est parce que du coup, c'est pas un aiguillage de joueurs, c'est vraiment une construction qui a été faite sur le long terme. Et du coup, on était champion de Suisse, mais on garde la même base. Moi, je suis quand même obligé de te dire que dans les gens qui ont amené le titre à Genève la saison passée, il n'y en a pas grand-chose qui sortent du mouvement junior genevois. Mais par contre, oui, je pense que... Et Noah, non? Mais il y a eu... Noah, il est chaude-fonnier déjà. Il était à Lausanne, à Borges. Et là où tu as raison, c'est qu'il y a eu ce moment où ils ont dit on a été double champion de Suisse avec Patrick Aymon, donc on fait venir Patrick Aymon comme coach de la première équipe, on fait rentrer tous ces jeunes parce que puis à un moment tu te rends compte qu'en fait tu étais un peu en avance sur ton plan de route. Ils avaient fait un plan de route de 3 ans je pense, et ils se sont rendus compte qu'ils sont allés un poil plus vite sur les premiers kilomètres du marathon, puis ils se sont dit non mais là on donne tout, et là ils ont dit écoutez les gars, les jeunes, désolé mais ça va pas être ici que ça se passe quoi. Ils font tous la même chose. Je crois qu'il était dans ces ils font tous la même chose. Absolument. Du moment qu'ils sentent qu'ils peuvent gagner le titre, on est prêt à mettre beaucoup sur la table, à engager des joueurs, on regarde même plus là, on regarde les performances. Mais c'est clair, c'est humain. Je dis, si maintenant tu dis à Joie, écoutez, l'année prochaine vous avez 30 millions de budget, je peux te dire que ça va être le festival là-bas au fond. Hein. Je veux dire, non, mais je veux dire, mais c'est normal, on ferait tous la même chose. Écoutez, mais à 30 millions, on doit tout faire pour gagner le titre, et c'est normal que Genève l'ait fait. Le champ du gros budget.
Je crois qu'on a un connaisseur, tu vois. Donc, et Lausanne a essayé de le faire. Alors, c'est un peu moins pris parce que je pense que voilà, il y avait une gestion extérieure. Mais Berne le faisait aussi souvent. Berne le fait aussi, mais Berne n'a pas vu le train passer parce que Berne, il pensait qu'il pouvait encore manager une équipe comme il y a 15 ans en arrière, puis ils n'ont pas vu le train passer, qu'il y a eu un tel changement de paradigme avec l'histoire du Covid, il y a eu le Covid, de l'Ukraine, les étrangers, puis tout ça. Et puis, pour finir avec Berne, les autres clubs ont généré beaucoup plus d'argent qu'il y a quelques années en arrière, et ça a concurrencé Berne sur les offres pour les contrats aux joueurs. Voilà. Et il ne faut pas se gêner d'avoir de l'argent en Suisse romande aussi, finalement. C'est vrai que j'ai toujours un petit peu eu l'impression depuis que je suis le hockey, mais qu'en gros, quand un club a un peu d'argent, surtout en Suisse romande, il est un peu pointé du doigt. Alors on l'a fait avec Lausanne, mais aussi parce qu'on savait comment il était utilisé. Hein. Mais maintenant, si Lausanne a de l'argent et peut payer des bons salaires et fait bon usage de cet argent, on ne va pas dire tant mieux pour eux. Genève a de l'argent actuellement et peut vraiment bien payer. Elle n'a pas acheté un titre, mais par contre, c'est acheter les moyens pour construire. Exactement, de construire une vraie équipe. Et on va quand même pas, on va pas dire que c'est une mauvaise chose. Quand c'est Zurich qui gagne, on va pas le dire en tout cas. Mais on prenait Alessio Bertaggia qu'on a mentionné. Il a signé pour 5 ans. Il a sans doute signé un contrat avec un très bon salaire. Il n'était pas sur une des lignes top offensive, alors qu'on imaginait en le voyant arriver que. Après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de la place pour tout le monde. Donc, il fallait. Et que finalement, il est peut-être payé un peu plus que ce qu'il apporte techniquement sur la glace. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? Genève est champion et se dit, de toute façon, on est champion. Alors, donner les moyens d'être champion, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Je suis d'accord avec toi, Greg. On doit pas avoir honte de dire qu'on paye des joueurs très très bien. Moi, ça m'énerve toujours quand les clubs ont peur de parler de budget. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire on a un budget de 25 millions, 30 millions, 15 millions, parce que ça fait partie du business, tout simplement. On finit notre tour d'horizon avec le Lausanne Hockey Club. On a un petit peu abordé quand on parlait de Genève. Lausanne, c'est la conférence de presse du club. Sur les 4 à ce micro, on était 3 à y être. On s'en souvient bien. On ne va pas revenir forcément là-dessus parce qu'on l'a déjà mentionné dans un des épisodes précédents de Colfax, mais le thème qui était mis en grand sur l'écran, c'était la reconstruction du club. On a l'impression que Lausanne n'avait pas une marge de manœuvre immense pour John Fuss, le directeur sportif, mais que finalement, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, le peu de latitude finalement, mais que c'est difficile de faire beaucoup mieux, j'ai l'impression. Mais en fait, je pense que, et je ne sais pas s'ils l'ont pensé comme ça dans leur conférence de presse, mais on parle de reconstruction, mais là tu parles directement de la glace, et moi j'ai l'impression qu'en fait la glace, sans mauvais jeu de mots, c'est la partie émergée de l'iceberg. Glace, iceberg, tu vois où je veux en venir. Il est en forme, Craig, aujourd'hui. Il y a tout le reste. Tout le reste. Et quand ils disent reconstruction, je pense que ça a commencé à bien d'autres endroits avant de se dire qu'est-ce qu'on va même pouvoir foutre avec le contrat de X, Y ou Z. Oui. Et je pense que reconstruction, c'est un club qui doit se reconstruire et ils ont mis les choses en place pour le faire. Est-ce que ça va avoir des impacts sur la glace ? Là aussi, on demande de la patience à certains endroits. Je pense que là aussi, il faut un peu de patience. Ils ne peuvent pas passer d'une équipe qui est sans queue ni tête la saison dernière, qui est gérée à la petite semaine, ou voire pas gérée du tout, ou trop gérée par d'autres personnes, à quelque chose de structuré. Une structure a été mise en place. La fin de saison s'est bien passée, à part malheureusement à la fin du championnat qui les a vus rater les pré-playoffs. Mais sur le dernier tiers de la saison, Lausanne est une bonne équipe de National League. Ils ont une base pour construire, on va dire, sportivement, mais finalement ça, j'ai presque envie de dire, si sportivement c'est pas encore top, mais que tout le reste autour fonctionne, à savoir la structure est en place, la sérénité est retrouvée, ça sera déjà un tel pas vers l'avant que je trouverais que c'est déjà presque une réussite pour les Lausanne HC cette saison. Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, je trouve qu'il y avait besoin d'avoir un peu de calme autour de cette équipe pour que les joueurs puissent se consacrer entièrement à ce qui se passe sur la glace, parce que je l'ai dit plusieurs fois l'année passée aux émissions des Pécalistes, c'est pas facile pour un joueur quand il apprend sur le journal qu'il est sur le marché, qu'il était proposé à 6 clubs, donc imagine la mentalité. Mais ça existe vraiment. Ah oui. Non, moi je peux te dire que... Il a fait Genadzi, franchement c'était n'importe quoi quand même. Genadzi, il y en a eu plusieurs, quand t'apprends sur le journal ou par un copain qui te téléphone, écoute, il y a mon directeur sportif qui m'a demandé comment t'étais comme personne, parce que ça se fait, il y a des directeurs
directeurs sportifs qui connaissent un joueur dans l'équipe concernée, ils disent écoute, on m'a proposé lui, qu'est-ce que tu en penses, puis tout ça. Et c'est comme ça que l'autre joueur apprend qu'il est sur le marché. Et ça, c'est jamais bon pour une performance sur la glace. Et moi, je suis d'accord avec toi, Greg. Le tourbillon de tout ce qui se passait autour de cette équipe a été enlevé. Et ça va aider aux performances sur la glace. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette conférence de presse, c'est qu'on parlait de reconstruction et puis d'humilité. En fait, on a beaucoup dit il faut que l'équipe soit un peu plus humble et puis qu'on arrête en fait de se prendre pour les meilleurs du monde et tout ça, puis qu'on descend un petit peu sur terre, qu'on se rapproche également des spectateurs, parce que c'est vrai que le Lausanne Hockey Club avait cette image, a toujours un petit peu quand même cette image d'être un petit peu éloigné, et puis les spectateurs sont juste là pour payer leur bière et puis venir chanter, mais il faut pas trop s'en mêler, quoi. Et là, du coup, c'est intéressant parce que le LHC, on essaie justement de se rapprocher un petit peu de ses supporters. Par exemple, à la conférence de presse, mais je crois qu'il avait déjà fait l'année passée, mais à la conférence de presse, il y avait par exemple des abonnés qui avaient été tirés au sort, qui ont pu participer à la conférence de presse pour venir voir un petit peu comment ça se passait à la conférence de presse. Ils peuvent aller voir les entraînements. Ils ont envie, après les matchs également, d'avoir un coin un peu plus sympa, en fait, après les matchs, pour que éventuellement les joueurs puissent passer, puis puissent parler avec les spectateurs. Donc, il y a cette espèce de volonté d'ouverture et de reconnexion. De reconnexion avec j'ai envie de dire le peuple vaudois. mais non, mais c'est vraiment, et je pense que c'était pas des paroles en l'air. Je pense qu'il y a une vraie volonté du club de vouloir se reconnecter avec la population. Mais je pense que le Lausanne HC a beaucoup perdu durant ces dernières saisons. Ouais. Pas que de l'argent. L'argent, c'est une chose, mais finalement, ça, j'ai l'impression que c'est le cadet de leurs soucis. Tant mieux pour ce club, justement, 50 millions de dettes, justement, de pouvoir avoir 50 millions de dettes et puis qu'on parle pas de faillite, c'est quand même assez beau. Ouais. Par contre, ils ont beaucoup perdu en termes de crédit auprès de leur public. Et justement, ils ont perdu les abonnés et ils essayent maintenant de travailler à reconvaincre ces gens qui ont quitté la Vaudoise Arena de revenir à la patinoire, parce que si on se rappelle quand même historiquement, le LHC, c'est un club ultra populaire. C'est pas un club c'est pas un club VIP à la base, si on se rappelle. Et je pense que tu es encore mieux placé que moi pour en parler, Jean-Fred. Mais le Malais, on va dire 1.0, ou l'ancien Malais, c'était pas une patinoire. Après, tu me diras, à l'époque, il y avait peu de patinoires VIP, entre guillemets. Mais il y avait quand même déjà Zurich qui. Il y avait quand même un vrai lien entre le public et son équipe. Il y a eu. On parlait chaudron, hein, c'était vraiment ça à l'époque. Oui, puis ça gueulait quand tout d'un coup tu réduisais les places debout en places assises. Ouais. Ça, vraiment, c'était quelque chose. Ouais. C'était une véritable affaire et il fallait convaincre en disant écoutez, là en même temps on a X demandes de places assises, puis on a Y demandes de places debout. Puis c'est 5 fois plus de demandes de places assises, donc à un moment on fait des mathématiques basiques, puis on se dit, alors oui, effectivement on va pouvoir vendre plus cher, mais on répond surtout à une demande des gens. Et il y a eu effectivement, mais moi je peux tout à fait comprendre qu'on nous vendait après avec la nouvelle patinoire l'expérience qui est venez en gros voir la pleb, chanter depuis vos loges VIP, puis finalement t'arrives presque et il n'y a pas que Lausanne qui tombe dans ces travers-là. Absolument. Et t'arrives presque à avoir une déconnexion finalement entre cette partie qui est nécessaire faut pas être naïf non plus, puis se dire mettons 25 000 places debout et puis faisons l'entrée gratuite et la bière à 1 franc. Enfin, non, ça marcherait ça. Alors oui, ça pourrait marcher. Au Jura, tu fais un tabac. Ouais. Mais faut pas être naïf. Le hockey, c'est un immense business. C'est générer des bénéfices, etc. Mais à un moment, il faut peut-être aussi justement recalibrer la jauge et de pas partir trop dans un excès. Ils s'en sont visiblement complètement rendus compte. Il y a eu beaucoup de paroles. Visiblement, il y a des actes qui ont déjà eu lieu et ça est en train de bien se passer dans le terreau. J'ai pas l'impression que je connais le terreau lausannois, mais je connais pas mal de fans lausannois qui me disent qu'ils sont assez satisfaits de la tournure que c'est en train de prendre les événements. Mais après, je disais, il faut attendre la glace dans un second temps, mais quand même l'accélérateur de tout ça, et le LHC, l'accélérateur, il y a un petit truc à faire là autour. Et l'accélérateur, ça restera la victoire. Ça restera quand même les points, ça restera des belles soirées. Puis je pense que la victoire, c'est une chose, mais passer une bonne soirée au match, puis se dire, bon, ok, peut-être qu'on a perdu contre Zurich, mais on est venu, on a passé un bon moment. Le jeu sur la glace, c'était ok. Il n'y avait pas 36 000 rumeurs autour du club, des gens qui ne sont pas contents, des banderoles contre Svoboda, une ambiance assez délétère. Et tout ça, ça doit emmener Mais là aussi, les dirigeants du LHC l'ont aussi dit en conférence de presse. Ils l'ont dit, on ne va pas gagner tous les matchs, on en est conscient. Mais par contre, quand on perd, on n'a pas envie que ce soit l'humiliation totale, puis qu'on a des joueurs qui font la gueule en rentrant sur la glace, quoi. Et qui c'est vraiment des battants en fait sur la glace. Donc il y a
plein de choses sont en train de se mettre en place, sont très intéressantes pour le Lausanne Hockey Club. Par contre, je pense quand même qu'on est dans une année de transition. Oui. Cette année et l'année prochaine, parce qu'il y a quand même des contrats de longue durée, qu'on a de la peine à se débarrasser du côté de Lausanne Hockey Club. Et je pense que John Fuss, il a fait ce qu'il a pu en termes de transfert, et je pense qu'il a plutôt bien fait avec les moyens qu'il avait et avec les contrats qu'il avait à disposition. Mais je suis pas sûr que ce soit l'équipe qu'il a encore en tête, en fait, l'équipe qui est sur la glace. À part ça, on m'a dit juste, ça m'a fait, en interne dans le club, on m'a dit, ça fait plaisir cette saison off-season, il n'y a pas eu de drama. Mais ouais, on rigole, on sourit, mais c'est grave, hein, quand tu y penses. Ouais, mais c'est grave. À Lausanne, Greg le disait aussi, souvent c'était un truc, il y avait quelque chose, alors qu'on avait l'impression que c'était au milieu coule une rivière, puis tout d'un coup il y avait des rapides qui apparaissaient, alors qu'on pensait que ça allait être assez calme. À l'interne, on m'a même dit c'est trop calme cet été, tu vas voir, il y a une merde qui nous arrive. En rigolant évidemment. Hein. C'est pas 50 millions, c'est 150 millions. Mais justement, revenons sur la glace, justement, parce que maintenant on a bien parlé de la situation. C'est ce que je voulais dire, revenons au point essentiel, la glace. La glace, on a quand même une équipe qui, comme tu dis très justement Roland, était en transition, est toujours en transition, mais malgré ça, il y a un vrai changement. Il y a 2 défenseurs étrangers, il y a Joss et Pilot qui sont arrivés, il y a un Suomela qui débarque, pour parler que des étrangers actuellement, qui débarque devant avec un vrai rôle de premier centre à jouer. Est-ce que ça va suffire? En fait, c'est ça la question que moi je me pose. Alors, moi, déjà, première chose, j'aime bien le coach. Quand je vois ses interviews, la première chose qui m'éclate au visage, c'est qu'il protège toujours son équipe. Il est très protecteur sur son équipe, puis ça, généralement, les joueurs aiment bien. Pour revenir au contingent, le contingent est pas mal. Je pense quand même que ça va être compliqué pour être dans la première moitié du championnat, mais il y a de quoi faire. Il faudra voir comment Théo Rochette joue dans son poste. Est intégré. Là, il joue comme deuxième centre. Ouais. C'est quand même une grosse responsabilité. On va voir comment il réagit à ça. Ça risque d'être intéressant. Moi, je pense qu'il a vraiment un avenir en National League pour être un très très bon joueur de hockey. Les étrangers, alors il y en a certains, on les connaît, d'autres moins. Il faudra voir comment ça marche. Les gardiens aussi. Il y en a, voilà, c'est quand même important de voir ça. Mais j'ai un peu peur, je dois dire, avec l'étranger Suomela, si je dis pas de bêtises. Oui. On s'excuse si on massacre les noms des joueurs finlandais. Non, mais parce que j'ai regardé un petit peu son pédigré, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu jouer, mais c'est vrai qu'il nous a fait un pic de forme l'année passée en Suède. 37 goals. 37 goals, et je me dis, bien tiens, déjà l'adaptation de venir jouer en Suisse, où on sait la pression qu'il y a sur les joueurs étrangers, qui n'est pas la même en Suède. Hein. Il vient avec sa pression, il vient avec ses 37 goals marqués en Suède, mine de rien. Hein. Donc on va se dire, mais bon, en Suisse, il faut au moins qu'il en marque 25, tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est pas trop gros, c'est pas un trop gros morceau de gâteau pour lui. Je ne voudrais pas qu'il ait déjà la pression avec ça, parce que c'est vrai qu'à Lausanne, je pense qu'on est, comme tu l'as très bien dit avant, Roland, dans une année de transition pour pas mal de monde, quoi. Le point, je pense, sur lequel on parlait du côté d'Ajoa de s'appuyer sur une défense solide. Là, c'est pas s'appuyer sur une défense solide. Je pense que Lausanne a une des meilleures défenses de la Ligue sur le papier. Ouais, c'était déjà le cas l'année passée. C'est ça le problème. C'est ça qui m'embête un petit peu. Moi. On rappelle toujours le sur le papier, qui est très important. Mais je pense que la fin de saison dernière, le potentiel défensif du LHC était vraiment là. On l'a vu s'exprimer à certains moments. Mais par contre, il y a un vrai potentiel. Il y a, je pense, plus de 8 bons joueurs qui peuvent prétendre à des minutes en National League. Et là, j'en reviens à ton passé. Comment ça se passe dans un vestiaire quand tu joues aux chaises musicales, mais il y en a 2 qui restent debout à la fin de chaque chanson. Ça va être compliqué. Après, je pense que tu dois quand même commencer par rapport à ce que ces joueurs ont rendu la saison passée. Je veux dire, un coach, il a quand même toujours un peu ses joueurs de confiance, tu vois, qui met sur la glace dans des moments importants. Et je pense que ceux qui étaient déjà là l'année passée, parce qu'on peut prendre un Elner qui était blessé quand même toute la saison passée, je pense qu'il part quand même un petit peu avec un pas de retard par rapport à un Marty ou Jelovac, admettons. Jelovac qui a joué toute la saison, un Frick quand même, qu'on sent qu'il a quand même la confiance du coach. Après, c'est clair, ils vont peut-être changer un petit peu de statut, ces joueurs, avec les 2 étrangers, parce que moi je l'ai dit l'année passée, Lausanne doit aller chercher un deuxième défenseur étranger. Ils l'ont fait cette année, c'est super. Mais c'est vrai que, alors,
Bien sûr que le coach va te dire c'est un truc de riche d'avoir 8 défenseurs qui sont capables de jouer peut-être sur les 4 premières places ou les 6 premières places. Mais après, généralement, ça se fait un peu naturellement. Puis tu as quand même des défenseurs qui n'ont pas les mêmes dispositions. Tu as des défenseurs plus physiques. Tu as des joueurs plus offensifs, je veux dire un Glauser est carrément. Alors il aime bien jouer aussi physique, Glauser j'aime bien, mais Genadzi aussi qui a aussi un plus qui est plus typé offensive. Mais c'est vrai que il faut faire attention de donner du temps de glace à tout le monde. Après un Marty, s'il joue 8 ou 9 minutes par match, il va pas gueuler. Par contre, si un Glauser, tu le fais jouer 7 ou 8 minutes par match, lui, il va gueuler. Et puis, je le comprends. Donc, il faudra trouver un juste milieu. Maintenant, il faut voir les étrangers. Alors, Diouf, on se fait pas trop de... On sait ce qu'il vaut en Suisse. On sait ce qu'il vaut. Par contre, Pailut, je m'excuse si je massacre aussi son nom, eh ben, on nous en dit beaucoup de bien, mais quand même, il y a que la vérité de la glace. Moi, je pense que sur ces joueurs, que ce soit les étrangers, les nouveaux étrangers de Lausanne ou des autres clubs romans, je pense qu'il faudra vraiment s'exprimer sur leur niveau après 10 matchs. Parce que là, je voulais dire même à Noël, pour laisser vraiment du temps, parce que je te rejoins complètement. C'est difficile pour eux d'arriver dans un nouveau championnat avec un rôle différent. Moi, on m'a expliqué pour le cas de Brugman à Fribourg notamment, lui, c'est la première fois qu'il est dans ce rôle-là. Powerplay. Voilà, alors Powerplay, il en a fait, mais dans ce rôle-là où tu es le renfort d'une équipe. Ouais. Avant, il était peut-être un des très bons défenseurs de son équipe qui joue au haut du classement ou qui joue les playoffs, etc. Mais là, il est le renfort, donc il y a un peu tous les spotlights, on va dire, qui vont être sur lui. Et je pense que ça peut être un peu intimidant, on va dire, pour certains joueurs. Et puis, il leur faut un petit moment aussi. On peut penser à Lennström aussi, qui va vivre ça du côté de Genève. En fait, c'est la grande différence entre le championnat suisse et les championnats finlandais et suédois. Dans ces championnats-là, on met un peu tout le monde au même niveau. Voilà, c'est le meilleur qui joue. C'est pas comme dire, toi, t'es l'étranger, c'est toi qui dois faire la différence. Non. Et donc, quand ils arrivent ici, on leur dit, toi, t'es étranger, t'es payé comme un étranger, tu reçois un appartement. Donc, sur la glace, tu dois... Toujours une question d'argent finalement. Quand même. Voilà, mais oui. Donc on te paye en conséquence, donc il faut que tu performes. Et c'est vrai que ces mecs, après 5 matchs, ils sont déjà jugés généralement. Absolument. C'est l'avantage d'avoir Christian Diouf qui a joué à Zug l'année passée, et qui connaît le championnat, et puis il sait de quoi il s'agit. C'est pour ça que les clubs suisses, vous l'avez vu jouer 2 fois, ouais. Ça donne quoi plus offensif que Joss, je pense. Plus offensif que Joss. Plus offensif. Je pense que Joss sera plus all-around, on va dire, ou un peu plus fiable défensivement que Palette, qui va être un peu plus feu follet, on va dire. Okay. Tu poses des questions pour Hockey Manager, je te vois venir. Tu sais pas qui note alors. Tu sais pas qui prend. Ok, j'ai Christian Joss. Alors change et prends Palette. D'accord. Il va être un peu plus impliqué offensivement, mais avec ça, il y a un peu plus de danger aussi de temps en temps. Et je pense que c'est un joueur qui va être un peu moins safe que Joss. Mais moi, j'aime bien de ce que j'en ai vu de Laurence Pellet actuellement. Ouais. Puis moi, il y a quand même un truc... Attention. Non, mais il y a un truc à Lausanne, moi, qui m'intéresse, en fait, c'est l'arrivée de Théo Rochette quand même. Parce qu'on cherchait des centres justement du côté de Lausanne Hockey Club. Donc Théo, ça va être un centre, je crois qu'il était centre 2e sur les matchs de préparation. La dernière fois qu'on l'a vu en Suisse, il était avec les juniors élites, et après il est parti au Québec, il a gagné la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la Coupe Mémorial l'année passée. Maintenant, il n'a jamais joué avec des adultes. Et ça va être intéressant de voir le début de saison en fait, parce que c'est pas évident en fait que tu te retrouves, même si tu as gagné la Coupe Mémorial, aucun souci, c'est un super joueur. On est ton capitaine aussi quand même ça c'est important. On est ton capitaine des Remparts de Québec, mais du coup, Geoffrey, comment est-ce que tu vois justement son arrivée dans cette ligue d'adultes? Alors, je vais être honnête, il y a des attentes. Alors moi je l'ai pas vu. Je regardais les vidéos l'année passée quand il jouait en junior majeur. Alors bien sûr qu'il était dominant dans cette ligue. Je n'ai pas vu de match pour le moment de Théo Rochette avec Lausanne. Ce que je peux en dire, c'est que j'espère juste qu'on y en demande pas trop vite, parce qu'on l'a mis très en avant. Bien sûr, on a signé Théo Rochette. Voilà, donc on le met sur toutes les photos du club. Donc ça veut dire que ce jour-là, on le met en avant. Parce que c'est quand même le jeune qui était formé à Exactement. qui était gagné et c'est le truc vendeur d'abonnement. C'est clair et net. On ferait tous la même chose. Je veux dire, d'abonnement, je sais pas, mais en tout cas, c'est le truc vendeur de l'image. Quand tu veux te reconnecter avec, on disait, te reconnecter avec ton public, tu vas dire, regardez, on a un des jeunes, parce que vous dites, mais à Fribourg, il y a Motet, il y a Sprunger, il y a Bikoff, mais à Bienne, il y a Gaëtan Haas, et chaque club a un peu une figure d'identification, et puis à Lausanne, oui, Yelovac, oui, Marty, c'est des défenseurs qui sont pas... C'est moins flashy. Là, on se dit peut-être qu'avec Théo Rochette, on tient un joueur qui peut peut-être marquer une trentaine de points dans un futur... Ah oui, dans un futur assez proche, oui. Mais
J'étais étonné de le voir déjà dans le deuxième bloc, je l'avoue. Pareil. Parce que ça n'a rien à voir avec la qualité du joueur. Je me dis, voilà, il y a premier centre, il y a un étranger. Deuxième, je voyais Fuchs ou Jäger. Ouais. Mais Jäger est plus un centre tout-way, je veux dire. Mais c'est vrai que donc, je le voyais plutôt autour du troisième centre. Là, ils ont décidé de le mettre au centre deuxième avec Fuchs va jouer à l'aile. Ouais. Il est très bon à l'aile, mais il me tarde de voir sur la longueur comment ça va aller. Et je pense que c'est pas une honte si à un moment on dit écoute, là on voit que tu es un peu en surchauffe, on va un petit peu te descendre plus bas pour que tu sois pas trop exposé, tout ça, parce que tu peux le brûler, un jeune comme ça. Et puis au bout d'un moment, si ça rentre dans la tête, puis qu'il se dit j'arrive pas, c'est difficile, tout ça, tu peux le perdre pour toute la saison, quoi. Et il est quand même jeune. Après, ça peut très très bien marcher. Moi, je pense ce qui fera la différence entre un Théo Rochette qu'on fait jouer énormément ou pas, ce sera les résultats de Lausanne. Si Lausanne gagne, il n'y aura pas de panique, on pourra faire jouer tout le monde, tout le monde sera content. Par contre, si on commence mal puis qu'on perd, ça va brasser. Donc on va essayer de trouver des solutions, on va revenir aux bonnes vieilles choses qui marchaient dans le temps, donc la ligne Sekac, Fuchs et Ria, on va y revenir. Je suis pratiquement sûr que si on perd des matchs, on va revenir aux choses qui ont eu du succès les années avant, parce que c'est vrai que c'était une source positive. Il y a les 2 dernières années, il n'y en avait pas beaucoup de sources positives. Donc, voilà. Mais si on gagne, ça va jouer. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas brûler des jeunes comme ça. Tu te rappelles du retour de ton frère de Rouen Oranda? De Tristan? Ouais. Il était jeune, je pense qu'il est allé à Genève ou Lugano. Il vient à Ajoie d'abord une fin de saison, puis après il part à Lugano. Ouais. Tu te souviens de cette période-là où c'est trop vieux et trop vague? Je m'en souviens un petit peu parce que je jouais contre eux, quoi. Quand il était à Lugano, je jouais contre mes deux frangins. Alors Tristan, c'est pas le même joueur que Théo. Tristan est un joueur très physique, très intense, un joueur qu'on rêve d'avoir dans notre équipe aussi. Et puis Théo, c'est plutôt un faiseur de jeu, un playmaker, un bon passeur. Il centre alors que Tristan était ailier. Donc c'est vrai que... Alors, Julien, il aurait pu jouer, il avait tellement de qualité, il aurait pu jouer centre. Ouais, alors Julien était attaquant, je veux dire jusqu'à 17 ans. Puis c'est Hans Kosman, qui était notre coach à Ajoie, qui a dit écoute, il faut que tu joues en défense. Et puis depuis ce moment-là, il a toujours joué en défense. Mais je veux dire, c'était... voilà, donc c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes joueurs. Non, alors je pensais plutôt de l'acclimatation, du retour d'Amérique du Nord, et je comparais pas l'un et l'autre. Évidemment. Par contre, moi j'ai vu la différence entre Tristan avant qu'il parte et puis quand il est revenu, dans la tête c'était pas le même. Il avait peur de personne. C'est fou. Il est allé au Canada, alors il était à Rouen-Oranda, c'était pas facile parce que c'est moins 40. Au fin fond c'est contre l'Ontario, là, il n'y a pas grand chose. Puis c'était encore old school en ce temps-là. Les rookies, c'était à la dure, tout ça. Il est revenu ici, c'était plus le même mec. Il doute de rien. Alors encore maintenant, il doute de plus rien. Mais je veux dire, il a peur de personne. Il avait confiance en lui, en dessus de la moyenne. Donc, et souvent, tu vois tous ces mecs qui partent aux États-Unis, au Canada, puis qui reviennent. Ils se laissent pas faire, donc c'est pas mal quand même. Mais voilà, mais on peut pas comparer les deux joueurs. Non, je comparais pas les joueurs. Moi, ce que j'aime bien, et je l'ai déjà dit une fois ou l'autre, et ça se confirme actuellement, c'est qu'on le laisse faire des erreurs. Et comme tu dis, tant que Lausanne a des bons résultats, on le laissera faire des erreurs. Le jour où Lausanne a peut-être un peu plus de pression, là, ça va être différent. Mais de mettre le jeune dans des positions où il aura le temps et le droit de faire des erreurs. Et ok, ça va pas tout le temps être parfait, mais tu vas apprendre beaucoup et de manière un peu plus rapide aussi en jouant un centre de deuxième ligne directement qu'être flanqué à l'aile, à 3, en sachant que tôt à terme tu vas venir au centre, mais pour l'instant tu apprends les rouages sur une aile. Donc moi pour l'instant l'intégration de Théo Rochette, je l'aime beaucoup, mais je me réjouis de voir maintenant, parce qu'on l'a vu, je l'ai vu jouer deux fois durant cette pré-saison, c'est quand même pas la même chose. Je me réjouis de voir le premier match de National League avec une vraie intensité à Fribourg, ça va être passionnant ça va être passionnant à voir, parce que on a clairement vu tout ce qu'il peut apporter dans une équipe, les qualités qu'il a. Ça crève les yeux. Mais maintenant, est-ce qu'il aura le temps de le faire? Parce que c'est pas une question de temps. Est-ce qu'on va pas lui laisser le temps? C'est est-ce que l'adversaire va lui laisser faire ce qu'il a envie de faire sur la glace? Forcément non. Ça va demander une petite adaptation aussi pour lui, pour que le jeu se ralentisse autour de lui et que ça redevienne aussi simple que ça l'était la saison passée en Ligue junior majeure du Québec. Il y a un petit souci à Lausanne, on a un peu évoqué les blessures dans certains clubs. Lausanne, c'est pas qu'il n'y en a pas 50 000 de blessures, mais Ria, c'est un petit peu, on ne sait pas trop. Raffel, par contre, on sait déjà nettement plus. Raffel, c'est un vétéran, c'est quelqu'un qui amène quelque chose. C'est peut-être un petit peu dommage que
Ils veulent pas engager un étranger supplémentaire pour l'instant. Ils sont aux aguets. Ah, quand même. Ils l'ont dit, ils l'ont dit très clairement. Ils sont comme tous les autres en fait. Ils disent pour le moment on va pas bouger. Puis si ça commence mal. Poniemi, Bayern a dit non. Oui, mais si ça commence mal, je peux te jurer que c'est toujours la même chose. C'est comme les gardiens à Fribourg. Si Béra, tout d'un coup, ça se passe mal, je peux te jurer qu'ils ont déjà des dossiers sur la table. Et ça, c'est normal, ils font leur boulot. Mais je veux dire, de dire on commence comme ça, puis on verra, c'est juste. Les camps de NHL, on regarde un peu. Moi pas. Ça m'intéresse pas, mais eux sûrement. Mais oui, la paire de Raphaël, c'est quand même l'année passée. Qu'est-ce qu'on nous l'a vendu comme leader par l'exemple, comme vétéran, comme ci, comme ça. Et je le crois. J'ironise pas là-dessus. Et là, ils attendaient sûrement ça de nouveau de lui cette saison. Il est de nouveau pas là pour les premiers mois de la saison. À titre personnel, pour lui aussi, c'est compliqué parce qu'il avait signé 2 ans. C'est une fin de contrat pour lui. 2 grosses blessures 2 années de suite. Je pense que c'est vraiment là un peu un fiasco, mais pour des raisons un peu malheureuses. Tant qu'il ne ramène pas Panic pour le remplacer, moi ça me va. Ouh là, ça tire à balles réelles dans cet épisode. On parlait de body language, alors lui on peut en parler. C'était la panique. Ouais. Voilà, au terme de ce troisième crossover Pucalist Colfax. Merci d'avoir été présent à notre micro. Mais c'est un plaisir, toujours. Ça passe vite avec vous les gars. Ouais. Mais j'espère que les auditeurs disent la même chose que toi, mais ça fait toujours plaisir de vous avoir au micro. Merci. C'était le 4e épisode de cette saison, saison 6 de Colfax. On est toujours disponible sur les réseaux sociaux, on a très peu de questions pour l'instant, mais en même temps il y a peu de matchs, donc ça va venir. N'hésitez pas à nous en poser. D'ici là, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes possibles et imaginables. On privilégie Spotify, j'ai dû expliquer pas plus tard que dimanche soir à quelqu'un à quel point c'était super d'être sur Spotify et non sur SoundCloud, donc c'est toujours une bonne idée. D'ici la semaine prochaine, profitez bien de ces premiers matchs. On pourra enfin faire des théories sur du concret. Tu te réjouis ? Oui, je me réjouis. Puis tu dis des questions, mais il y a aussi des fois des réflexions, simplement. Vous pouvez nous dire, tiens, nous on aime bien ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et nous poser la question, ça peut aussi nous donner des idées pour la suite. Exactement. Et si vous nous croisez au patinoire, il ne faut jamais venir. Jamais hésiter à venir dire bonjour. Il ne faut jamais venir, sympa. Faut jamais venir gueuler, c'est pas les choses. C'est toujours avec plaisir qu'on vous écoute, qu'on vous accueille, qu'on discute avec vous. Et, à la semaine prochaine. Puis bonne saison des Pucalistes. Merci beaucoup à vous aussi, les gars. À bientôt.